Donc, on se retrouve pour l'hebdo de l'innovation. La géo-ingénierie trouve sa place. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que tout ça et pourquoi est-ce que pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est intéressant comme mécanisme et pourquoi il faut regarder un peu plus en détail ce genre de choses. Donc, comme d'habitude, hein, l'avant-propos de l'AMF, tout ce qu'on dit ici, c'est nos avis qui sont propres à moi et aux publications Agora. On ne vous conseille pas du tout d'acheter ou de vendre les sociétés dont on parle dans ce support-là. On parle de sociétés vraiment purement pour mettre l'accent sur une stratégie de la société, une manière de faire qui ne représente pas du tout forcément la société dans son ensemble. Donc voilà, et si vous voulez prendre position sur des sociétés citées dans le rapport, on vous conseille de prendre conseil auprès d'un conseiller agréé par l'AMF. Voilà, et moi je vous encourage toujours à faire vos propres recherches. On y va. Du coup, dans l'hebdo de l'innovation de cette semaine, on va parler un peu de la géo-ingénierie qui trouve sa place. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la géo-ingénierie? Tout simplement parce que à l'heure actuelle, on parle de plus en plus de décarbonisation, de problématiques, on parle du nucléaire, de ce genre de choses. Il y a une manière de gérer la pollution actuelle qu'on n'a jamais vraiment essayé de pousser. C'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Donc la géo-ingénierie, c'est l'idée de contrôler le temps. Donc après, vous avez un tas de sous-disciplines, hein, comme dans la plupart des choses quand je vous en parle. Hein. Voilà, vous avez la géo-ingénierie qui est liée au solaire, vous avez plein de méthodes, d'accord? Donc c'est vraiment un mécanisme très très intéressant. Et là, ce que vous allez tenter de faire avec la géo-ingénierie, c'est que vous allez tenter de faire en sorte qu'il y ait certaines particules dans l'atmosphère pour que le soleil tape moins fort, donc qu'il réchauffe moins vite la planète. Vous allez essayer d'aller capter du CO2 en allant planter des arbres, en allant utiliser des dispositifs qui vont capter le CO2, en plantant certains types de plantes et pas d'autres, en mettant certains types d'algues et pas d'autres, et en cultivant ces types d'algues, et en allant chercher la captation carbone. Donc c'est vraiment, si on ne l'a pas poussé, c'est vraiment pour une raison un peu complexe, c'est celle que c'est se prendre pour Dieu en fait. Parce qu'avec la géo-ingénierie, vous êtes capable de définir plus ou moins quand est-ce que vous voulez qu'il pleuve, comment vous voulez qu'il fasse chaud et tout. Vous allez modéliser et modeler le temps. D'accord? Le temps, la pluie, machin, pas le temps, voilà. Donc c'est quand même des choses qui sont, on va dire, assez profondes. Et au même titre que quand on a parlé des CAR-T ou des bébés génétiquement modifiés, ce genre de choses, en Europe et aux États-Unis, il y a eu un frein assez massif à ces technologies-là, là où les Russes et les Chinois ont mis le coup de booster, parce qu'ils partent du principe qu'ils c'est l'évolution de la civilisation. Alors après, on peut être d'accord, pas d'accord, on peut juger qu'il faut mettre des limites, pas mettre des limites, ça c'est une autre chose. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est une volonté des gouvernements et une volonté de certains scientifiques d'essayer ces méthodes de géo-ingénierie. Et ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes. Parce que par exemple, avant, ce que les investisseurs reprochaient à la géo-ingénierie, c'était le fait qu'il n'y avait pas de rentabilité. C'est-à-dire que vous enlevez du carbone de la planète, vous ne gagnez rien. D'accord? Avant, il y a 20 ans, on enlevait du carbone, on ne gagnait rien. Si vous ne faites pas quelque chose de votre carbone, vous avez un rendement économique qui est nul. Vous avez un rendement social qui est positif. C'est bien si vous appelez la fondation Bill et Melinda Gates, mais vous n'avez pas de rendement. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, avec l'émergence de plus en plus forte des crédits carbone et le fait que de plus en plus de pays soient adeptes de ces crédits carbone, y compris des pays qui n'ont pas vraiment cette protection envers l'innovation comme la Chine ou ce genre de choses, qui va adopter un marché du carbone, bah, ça pousse certains investisseurs à se dire qu'à ce moment-là, si on fait de la géo-ingénierie, qu'on enlève du carbone, d'accord, même qu'on le fait totalement, c'est pas artificiel, mais qu'on a une entreprise qui n'a que pour seul but d'enlever du carbone de la planète. Bah, vous avez une certaine rentabilité. Si vous arrivez à enlever assez de carbone, vous allez obtenir des crédits carbone, vous allez les vendre à d'autres industries et vous gagnez de l'argent. Du coup, ça c'est vraiment un mécanisme très très intéressant. Alors, dans la géo-ingénierie, vous en avez beaucoup, hein.
Vous avez la réforestation, la capture de carbone, la capture de machin, vous avez la fertilisation de la mer pour capter, vous avez le fait d'aller essayer de travailler les nuages, enfin vous en avez les aérosols, vous avez énormément de techniques, c'est-à-dire vraiment c'est un domaine d'innovation qu'on tout juste on le touche du doigt, d'accord, mais vraiment vous avez énormément de techniques, et l'avantage de ces techniques c'est que vous avez une capacité de certaines techniques à être scalable, entre guillemets, donc à aller très très vite et à être déployable au niveau international qui est très rapide. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, aller travailler sur des nuages et aller créer des nuages, donc ce qu'on appelle le cloud seeding, d'accord, c'est quelque chose qui a longtemps été tabou, hein. En Europe, on a essayé de faire des expérimentations dessus, puis finalement, on a toujours reculé la dernière minute. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Abu Dhabi, ils ont fait les premières utilisations du cloud seeding qui est fait par un gouvernement. D'accord, ils ont essayé de faire pleuvoir et ils ont réussi à faire pleuvoir à Abu Dhabi. Ça vous montre un peu le niveau de l'humanité, c'est-à-dire on peut faire pleuvoir en plein désert avec ce genre de technologie. Donc c'est quand même des technologies qu'on commence de plus en plus à maîtriser. Et surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, nous, en tant qu'Européens et qu'Américains, c'est que de plus en plus d'entités, on va dire, qu'elles soient commerciales ou étatiques, poussent pour qu'on fasse des tests sur la géo-ingénierie. Donc par exemple, on va dire en Suède, l'agence spatiale suédoise devait faire un programme en début d'année cet été. Bon, finalement, elle a renoncé au dernier moment, mais dans les dernières communications de l'agence spatiale suédoise, ils nous expliquent qu'ils veulent retenter l'exercice en 2022, après avoir expliqué aux gens ce genre de choses. Donc vous voyez qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui poussent pour qu'on exploite ce genre de choses. Vous avez des chaires qui sont nées aux États-Unis dans les universités américaines. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que quand une chaire naît aux États-Unis dans une université américaine, c'est toujours quelque chose de très puissant. C'est-à-dire, il faut savoir que le monde éducatif américain, il est créé de telle sorte que les universités ont beaucoup d'argent, et en fait vous avez ce qu'on appelle des donateurs, mais qui ne donnent pas forcément à l'université dans son ensemble, mais qui vont donner à certains projets de l'université. Et quand vous avez des chaires qui portent le nom de quelqu'un et qui sont dédiées à un univers et à un sous-ensemble de recherche, c'est quand même assez puissant. Et avant, vous aviez très peu de chaires qui étaient liées à la géo-ingénierie. Vous aviez des thèses de recherche et des papiers sur la géo-ingénierie qui étaient liés à des laboratoires météorologiques, ce genre de choses. Vous en aviez beaucoup dans la zone côtière des États-Unis, que ce soit au nord, que ce soit à l'est ou à l'ouest, pardon. Mais voilà, il y en avait beaucoup moins qui étaient juste liés à la géo-ingénierie. Et là, à Miami, ils ont fait une chaire qui est dédiée à la géo-ingénierie. Donc ça vous montre que commence à y avoir des gens qui veulent investir massivement dessus. Vous voyez déjà qu'il y a Bill et Melinda Gates qui ont lancé des projets de recherche là-dessus aussi. Donc ce qui était un peu un tabou est en train de devenir quelque chose où on fait vraiment de la recherche. Et ça, c'est intéressant parce qu'autant ça va être difficile de déployer des panneaux solaires dans tout le désert du Sahara et de ramener l'énergie qu'on a créée au Sahara au fin fond de l'Angleterre, autant ça va être, à mon avis, assez facile de développer des manières de capturer du CO2. Et si vous capturez du CO2 en Chine, vous en enlevez en gros dans toute l'atmosphère. Et si vous le faites de manière assez intéressante, vous avez une capacité d'aller diminuer très fortement la production de CO2. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces techniques de géo-ingénierie, ce qui est intéressant pour nous en tant qu'investisseurs, c'est qu'elles permettraient d'avoir une consommation toujours aussi forte sans se limiter. C'est-à-dire, beaucoup de gens vous disent la problématique de l'économie à l'heure actuelle, quand vous écoutez un peu en France le parti écologiste, mais même il y a beaucoup d'universitaires et d'économistes qui vous disent que la problématique, c'est pas qu'il faut continuer avec une économie comme on a à l'heure actuelle, c'est qu'on ne peut pas faire avec une économie comme on a à l'heure actuelle, parce que sinon on va produire tellement de CO2 qu'en fait, on va tous mourir. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de limiter notre production, de faire des investissements massifs pour décarboner notre industrie, et après on pourra repasser sur un cycle expansionniste. Sauf que le problème de ce genre de choses, c'est que ça veut dire que vous partez du principe qu'il y a des gens qui vont se limiter dans leur consommation. Qui va se limiter? C'est-à-dire les pays qui sont en pleine bourre et qui sont en train de devenir des pays consommateurs, le Vietnam, la Thaïlande et tout, les habitants, ils vont pas se limiter. Ils vont dire, moi je veux vivre comme les Américains. Et les Vietnamiens, quand ils vont aller voir les Américains, leur dire, vous n'avez pas le droit d'avoir des 4x4, vous n'avez pas le droit d'aller 5 fois par semaine manger du steak, ça va être compliqué.
C'est des choses un peu... voilà, vous avez généralement, jamais personne n'a réussi à mettre toute la terre autour de la table et à dire à des gens, on va se limiter un certain temps pour que la génération d'après, ça marche. C'est quand même quelque chose qui socialement paraît un peu compliqué quand même. Donc la géo-ingénierie, ça permettrait de répondre assez rapidement au problème parce que quand on lit les papiers de géo-ingénierie, les gens vous disent, une fois qu'on a trouvé une méthode, scalabiliser la méthode, donc l'utiliser au niveau international, ça pourrait mettre entre 5 et 10 ans. Donc ça veut dire que si vous faites une recherche maintenant, que vous avez une réponse, on va dire en 2025, 2026, 2035, vous avez une capacité d'aller capter du carbone très efficacement et donc vous allez diminuer. Donc vous allez avoir en fait un moment où on va continuer à faire monter la température de la planète, puis après on arrive à un moment où on scalabilise la géo-ingénierie et on fait descendre. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je vous le raconte souvent, ce qui est intéressant dans l'innovation qu'on voit maintenant, c'est les portes qu'on s'ouvre. C'est-à-dire, je pense que au niveau du recyclage, des rendements, des efforts, on peut déjà faire beaucoup pour limiter notre consommation de carbone tout en produisant autant qu'on produit maintenant. Et je pense qu'en plus, avec ces méthodes de géo-ingénierie et toutes les nouvelles manières de produire de l'électricité qu'on développe, que ce soit les EPR, que ce soit les SMR ou énormément de sous-ensembles du nucléaire qui sont très très intéressants, et même vous avez des sous-ensembles de l'énergie, enfin on va dire que ça soit le solaire, l'éolien, ce genre de choses, qui sont des sous-ensembles qui sont intéressants et qui produisent de l'énergie à bas coût, entre guillemets, et de manière écologique. Donc on s'ouvre vraiment des portes et des perspectives qui sont intéressantes pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler un peu ce soir. Et c'est une note d'espoir, c'est-à-dire moi, dans ma thèse économique, dans ma vision des marchés à l'heure actuelle, dans comment je modélise mes investissements, le réchauffement climatique n'est pas forcément une problématique qui me paraît la plus importante dans mes investissements à l'heure actuelle. Je pense qu'on est capable de régler ce problème. Il y a d'autres problèmes, j'ai beaucoup plus de peur que pour le réchauffement climatique. Même si on vous fait très peur avec ça en ce moment. Et attention, je ne suis pas du tout climato-sceptique, hein, la Terre se réchauffe, mais je pense qu'on a toutes les cartes pour régler ce problème-là et que le fait qu'on aille de plus en plus vers cette géo-ingénierie fait partie de ces cartes qu'on se donne et qui vont nous permettre de jouer un jeu qui va être diversifié et qui va nous aider à passer vers une consommation, on ne va pas dire neutre en carbone, mais qui arrive à se neutraliser. C'est-à-dire que vous allez avoir des pans de l'économie qui vont produire du carbone, des pans de l'économie qui vont en consommer, et puis bon an mal an, vous avez essayé d'aller stabiliser la chose. Donc voilà, petite note positive sur la géo-ingénierie. Vous avez les petites explications sur le côté, on ne va pas passer en détail. J'ai mis ces deux explications qui sont assez proches sur la méthode. Bon, moi j'ai trouvé que celle-là était un peu plus parlante que celle-là, mais vous les avez dans le slide, vous pouvez télécharger les slides, voilà. Numéro 2 des news qui m'a fait plaisir, on va dire, cette semaine, parce qu'on va dire que les news technologiques, c'est quand même des choses qui me font souvent plaisir, et c'est pour ça qu'on les partage, c'est pour vous donner un peu d'optimisme. C'est une IA qui modélise la vie. Alors, c'est un titre un peu exagéré, on va dire, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde en 2000, qu'on prend des papiers, y compris des grands chercheurs, déjà modéliser l'ADN de l'homme et être capable de savoir, de savoir tout le génotype de l'homme, ça paraissait des trucs très compliqués, d'accord? Mais vraiment, il y avait des gens qui vous disaient on mettra 100 ans, d'autres, voilà, c'était parler de cœur artificiel en disant en 2000, en 2021 on en aura un. Je pense que tout le monde vous aurait souri au nez. Hein. Carmat, ça marche et c'est sur le marché, d'accord? Donc 21 ans, on a réussi. Donc ce qui se passe, c'est que l'IA permet vraiment de travailler quelque chose qui est très très important pour la recherche, c'est le temps. Avant, vous aviez une problématique, c'est quand vous faisiez une expérience, il fallait le temps de l'expérience. C'est-à-dire, vous allez mettre quelque chose dans un rat pour voir s'il développe une tumeur ou pas. Il faut le temps que la tumeur se développe et que le rat se développe. C'est incompressible, ça. C'est du temps, vous pouvez pas, il n'y a pas de manière d'optimiser ce temps-là. Ou alors, il faut vraiment travailler sur la génétique du rat pour accélérer, mais ça devient très compliqué.
Et même maintenant, on n'arrive pas à le faire. Par contre, ce qui vous permet de travailler sur le temps, c'est quoi? C'est la modélisation. Si vous modélisez informatiquement, vous pouvez prévoir ce qui va se passer et du coup, vous pouvez comprimer votre temps parce que plus votre puissance de calcul est grande, plus vous pouvez modéliser, plus vous comprimez le temps. D'accord? Et donc, ce qu'on voit de plus en plus dans plein de domaines de recherche, c'est que cette variable du temps qui était problématique avant et qui faisait que l'innovation avait un cycle assez long, elle devient de plus en plus comprimée. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il y a deux IA en médecine qui sont très très intéressantes en ce moment, qui s'appellent AlphaFold et RoseTTA-Fold. Alors, c'est quoi ces deux IA? AlphaFold, c'est une sous-IA, un sous-ensemble de l'IA DeepMind de Google. Donc, en fait, AlphaFold, c'est l'IA qui a servi à définir et à créer des bibliothèques de protéines et comment elles étaient constituées ces protéines. Et ça, on avait beaucoup de mal à le savoir en biologie, c'était quelque chose d'assez complexe. Et quand vous lisez certains papiers d'il y a 10-15 ans, il y a des gens qui vous disent on n'arrivera pas à décoder toutes les protéines avant 2100, voire plus tard. Bah, là, on commence déjà à y arriver. On a commencé avec 300 000 protéines avec AlphaFold. Quelques semaines plus tard, RoseTTA-Fold en ajoutait plus de 3 millions, il me semble. Et là, AlphaFold a fait encore mieux. D'accord? Donc, c'est vraiment des révolutions considérables qui vont à une vitesse considérable. Et tout ça, c'est dû à l'IA qui vous amène énormément de puissance. D'accord? Donc, par contre, ce qui est devenu intéressant, c'est quoi? C'est qu'avec AlphaFold et RoseTTA-Fold, on avait les protéines. On avait une bibliothèque de protéines, on pouvait choisir dedans, et on savait comment elles étaient constituées. Sauf qu'une protéine, c'est un Lego. Tout seul, voilà. Je vous donne un Lego rouge, je vous dis amuse-toi. Vous êtes un enfant au Kenya, vous allez trouver ça amusant. Je donne ça à mon petit cousin, il va me dire il me faut les autres briques. Sinon, je ne peux rien faire avec. D'accord? Donc, il va vous falloir la vision de qu'est-ce que telle protéine et telle protéine ensemble, elles vont faire. Et tout ça, c'était un nouveau domaine et on se disait que ça allait mettre des dizaines et des dizaines d'années avant qu'on réussisse. Donc pour vous donner à peu près l'ordre de grandeur, AlphaFold, RoseTTA-Fold, les premiers retours sur des bibliothèques de protéines, c'est l'année dernière, d'accord? Vous aviez déjà des premiers écrits 2019, mais c'est surtout 2020 et été 2020 où ça a été beaucoup publié. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'université de Washington, donc qui a TT-Fold, d'accord, TTA-Fold, a publié un papier de recherche qui explique qu'ils sont capables maintenant avec leur IA de faire des simulations de protéines et de vous dire si vous utilisez telle protéine, elle va plutôt marcher avec telle protéine, ça va faire comme ça, elles vont se combiner comme ça. C'est considérable. Ça ouvre un champ de nouvelles médications qui est très très important. Donc pourquoi est-ce que pour nous en tant qu'investisseurs c'est important et pourquoi en tant que même humain en temps général c'est quand même important? C'est, rendez-vous compte, 2020, enfin 2000, on était au tout début. Génétique, tout début. Tout ça, tout début. Maintenant, en quelques années, qu'est-ce qu'on a fait? Vaccin ARN, on est capable de produire. Cœur artificiel, on est capable de faire. Cellules ingénierie CAR-T, on est capable de faire. Maintenant, on est capable de travailler des protéines. Vous vous rendez pas compte, mais l'évolution du monde va à une vitesse, c'est ahurissant. Je me souviens, quand moi j'ai commencé à être abonné aux publications de nature, ce genre de choses, et que j'ai commencé à la fac et je commençais à m'intéresser aux papiers de recherche. Alors, une innovation de rupture qui donnait envie à tout le monde de s'extasier, ça arrivait une fois de temps en temps. Allez, une fois tous les 6 mois. Maintenant, des innovations de rupture, tous les 2 mois, vous en avez. Ça va dans tous les sens. Pourquoi ça va dans tous les sens? Parce que tout le monde s'est mis à chercher et parce que cette variable du temps, vous l'avez comprimée avec l'intelligence artificielle et avec l'informatique. Et quand je vous dis que tout le monde s'est mis à chercher, c'est tout le monde. C'est-à-dire, il y a 50 ans, il y avait qui cherchait réellement en recherche fondamentale? Les Américains, les Européens, les Japonais, les Russes sur certains points, et c'était tout. Maintenant, de la recherche fondamentale, vous en trouvez partout. Vous trouvez des équipes qui ont des qualités de recherche fondamentale en Australie, au Brésil, en Afrique du Sud. Vous en trouvez vraiment partout.
Et ça, c'est très très intéressant parce que cette capacité qu'a l'humanité de pousser l'innovation, elle n'a jamais été aussi forte. Et si elle est aussi forte, elle va créer des nouveaux marchés, elle va créer des nouvelles capacités pour répondre à certains nouveaux besoins de l'humanité. Et ça, c'est des choses qui sont, pour nous, en tant qu'humanité, géniales, on va dire. Et en tant qu'investisseur, bah, vous êtes content d'avoir des nouveaux marchés parce que s'il y a des nouveaux marchés, ça veut dire qu'il y a des nouveaux leaders, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont créer de la valeur et ça veut dire que vous avez potentiellement la capacité d'aller chercher le futur Google, le futur Facebook, le futur Microsoft, ce genre de choses. Même si ce n'est pas quelque chose de facile. Mais ça veut dire que vous allez créer énormément de valeur et que la possibilité d'aller trouver des nouvelles choses est considérable. Et le pire qui puisse vous arriver en tant qu'investisseur, c'est d'être sûr que vous êtes spécialiste d'un domaine et de vous dire je suis spécialiste de ce domaine-là, je vais me concentrer que sur ce domaine-là. Parce que votre compétence, elle est périssable. C'est comme les yaourts dans mon frigo. C'est un mois, tout ce que je sais que ça n'a de valeur que 2, 3, 4 ans. Quand vous apprenez quelque chose, ça n'a de valeur que 2, 3, 4 ans. Après, ça vaut plus rien, il faut passer à autre chose. Et le plus gros problème des investisseurs du monde actuel, c'est que beaucoup d'investisseurs du monde actuel sont des investisseurs qui sont nés avant 2000 et qui ont vécu dans un cycle technologique qui était beaucoup plus lent. Et ça va créer énormément de problèmes parce que la manière de créer de la richesse, la manière de gérer cette richesse, la manière de créer des entreprises, la façon d'aller sur le marché, tout ça, ça va changer considérablement. Alors, les gens vous disent, voilà, ceux qui vous racontent comme moi que tout va changer et c'est des petits jeunes cons et tout, ils savent pas, va y avoir une crise, puis on va revenir à la bonne vieille façon de faire les sociétés comme on faisait au 19e siècle, au 20e siècle, ce genre de choses. Moi, je peux vous dire, je suis assez souvent dans le cœur du réacteur, les choses, globalement, elles vont beaucoup, beaucoup changer. Et vous êtes obligé de vous adapter. Parce que ceux qui ne s'adaptent pas, ils auront moins de performance. Pour leur esprit, ça sera moins bon aussi. Parce que je pense que être positif, se dire qu'il y a plein de bonnes choses, qu'on va mieux vivre, et tout ça, c'est des choses qui sont quand même mieux pour vivre au jour le jour. C'est-à-dire moi, quand quelqu'un me dit qu'il a une maladie, je lui dis t'inquiète, prends tes médicaments, essaye de faire en sorte de ne pas tomber, enfin, que l'aggravation ne soit pas rapide, et je lui dis après, il y a des fortes chances qu'on arrive à te soigner dans 5, 10, 15, 20 ans, tu vois. Et moi-même, je suis malade, et je suis pas en train de me dire, je vais finir aveugle comme mon grand-père et tout, machin. Non, je suis sûr qu'on me soignera avant que je sois un vieux de 75 ans, et que je sois totalement aveugle. Parce que j'ai confiance. Et ça, je pense que quand on est un investisseur, si vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez pas être un bon investisseur. C'est un truc, voilà, c'est basique. Alors après, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, c'est votre vision. Peut-être que j'ai tort, hein, je ne sais pas, on verra. Mais du coup, voilà, c'est pour vous montrer un peu qu'en quelques mois, que ça soit Google à travers DeepMind ou que ça soit l'Université of Washington, ils ont été capables de révolutionner un domaine de la biologie. Donc ça vous montre vraiment la qualité du travail de nos chercheurs. Et moi je trouve que trop souvent, j'entends des gens dire « Oui non mais vous savez, dans les universités il y a des chercheurs, mais on cherche des chercheurs qui trouvent. » Moi je peux vous assurer que des chercheurs qui trouvent, j'en connais un paquet. Hein. Après, entre trouver et industrialiser quelque chose, il y a besoin d'investissement, il y a besoin de volonté politique, ça demande quelque chose. C'est-à-dire que vous aviez beaucoup plus de facilité d'industrialiser quelque chose en poussant politiquement il y a 20 ou 30, même plutôt 40 ans en Europe que maintenant. Parce que maintenant, dès que vous faites quelque chose, vous avez des gens qui vont dire « Ah oui, non mais c'est dangereux, ceci ». La base de la recherche, c'est que dès que vous créez quelque chose, c'est ni blanc, ni noir, c'est gris. Il y a toujours du positif, du négatif et du dangereux. C'est la base. Quand vous faites le cœur artificiel Carmat, c'est ce que je dis à beaucoup. Et la dernière fois, j'étais avec un politique qui me disait « Non mais tu comprends, ça c'est dangereux ». Je lui ai dit « Oui, mais le cœur Carmat, c'est dangereux aussi. C'est de l'informatique. » Donc un jour ou l'autre, quelqu'un va pouvoir pirater des cœurs Carmat et tuer quelqu'un en faisant stopper son cœur. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire des pacemakers parce que c'est piratable et des cœurs Carmat parce que c'est piratable? Les gens qui ont ces machins, enfin qui ont ces technologies, c'était soit ça, soit ils mouraient. Vous préférez quand même, à mon avis, si je vous donne le choix demain, porter quelque chose qui potentiellement peut être piraté et vous faire mourir, que ne pas avoir cette chose et être sûr de mourir demain. C'est un peu... voilà. Après, il faut tout faire
pour faire en sorte que les choses soient le moins piratables, que les choses soient le plus sécurisées. Ça, c'est le boulot du législateur, c'est le boulot des entités de contrôle. Mais après, vous n'aurez jamais, auront jamais, des choses qui sont totalement safe. Ça n'existe pas. C'est pour ça que moi, quand on dit le nucléaire, il y a un risque d'explosion de la centrale, oui, il y a un risque d'explosion de la centrale. Il est tout petit, mais il existe. Et il existera toujours. Et si on refuse de vivre avec du risque, on refuse de vivre tout court. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes à l'heure actuelle. C'est-à-dire que dès qu'on leur parle de technologie, ils refusent de vivre globalement avec du risque parce qu'ils ont été habitués à vivre et à ce qu'on leur dise qu'on peut vivre sans risque, alors que du risque, on en prend tous les jours. On traverse le passage clouté, il peut y avoir quelqu'un qui nous écrase. Pourtant, on ne se demande pas si quelqu'un va nous écraser quand on passe le passage clouté. Parce qu'on sait très bien que si on se pose cette question-là, on ne fait jamais plus rien et on ne sort jamais de chez soi. Donc voilà. Après, en parlant de techno de cette semaine, parce qu'il y avait quand même des bonnes choses à se mettre sous la dent, il y a le Vertebrate Genome Project, qui est un projet, voilà, qui est une association américaine, qui est soutenue par des milliardaires, ce genre de choses, et eux, ils veulent séquencer génétiquement toutes les espèces qui sont en voie de disparition, et ils veulent faire une arche de Noé de l'ADN des espèces en danger, que ça soit animal, que ça soit végétal ou autre. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va dans le même sens que la biotech qui s'est largement financée récemment aux États-Unis, qui a levé 15 millions de dollars, qui a découvert du génome de mammouth et qui veut du coup réussir à recréer du mammouth depuis le génome. Donc ça, vous en avez de plus en plus et de plus en plus de recherches là-dessus. C'est des choses qui sont très très intéressantes parce que ça voudrait dire que si on est capable de retrouver du matériel génétique d'écosystèmes qui sont plus vieux, on aurait potentiellement la possibilité de réintroduire ces écosystèmes. Donc ça veut dire que effectivement, dès qu'on aurait une capacité de stabiliser l'écosystème de la Terre, on pourrait s'amuser. Non, c'est pas s'amuser, mais on pourrait doucement réintroduire des nouvelles espèces et avoir du coup un écosystème qui soit stable et qui nous permette de vivre le plus longtemps possible sur notre belle planète. Hop là. Donc, après, je vais boire un petit peu. Après être aussi positif. Et on passe à l'hebdo du gaming de cette semaine, des semi-conducteurs et du streaming. Donc on y va, on a les ventes de consoles de cette semaine, la semaine 45. Donc tout est en hausse. La Switch, elle approche des 500 000. Comme je vous l'ai dit, la problématique de la Switch, c'est qu'elle pourrait faire plus de 500 000, mais il n'y a pas d'OLED à vendre. Il se passe la même chose que chez Xbox et chez Sony. Il n'y a pas de console. Bon, Xbox, ils ont un peu monté. Sony aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On est toujours dans des ventes très, très, très contraintes. Donc c'est difficile de gérer la part de marché, ce genre de choses, parce que là, quand ça fait un an que vos ventes sont contraintes, quel est le pourcentage de joueurs qu'on a perdu et qui, même quand les consoles seront à nouveau disponibles, ne l'achèteront pas? Quels sont les gens qui ont trouvé ou ont décidé de rester sur une ancienne génération ou ont acheté une console dans un marché parallèle, ce genre de choses? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte qui peuvent changer les chiffres. Donc ça, c'est très compliqué. Donc voilà, on verra un peu mieux, à mon avis, à la fin du S2 de l'année prochaine. Avant, c'est vrai que bon, c'est intéressant de regarder semaine après semaine parce que ça vous donne une idée un peu de ce qui va ressortir des résultats des sociétés sur la partie hardware, qui est toujours une bonne chose. Mais c'est vrai que voir la part de marché à long terme, plus le temps passe et plus la contrainte est toujours là, plus quand même ça devient un peu compliqué. Après, on a les ventes US octobre de gaming. Donc, vous avez Far Cry 6 qui est premier. Après, vous avez Back 4 Blood, suivi de Metroid Dread, de Maiden, de Demon Slayer, de FIFA 22, de Marvel, de Mario Party Superstar, de NHL et de NBA 2K22. Donc, toujours, ce qui est intéressant, ce que je vous dis depuis un certain temps, pourquoi est-ce que EA et Tech2 se font la guerre un peu sur ce marché-là, c'est que si vous regardez top 10 américain, vous avez 4 jeux de sport. D'accord? Donc c'est quand même
une verticale qui prend énormément d'ampleur. Et l'avantage de la verticale des jeux de sport, c'est que c'est des jeux qui ne vous coûtent pas excessivement cher, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est-à-dire quand vous faites un FIFA, c'est toujours des joueurs qui courent après un ballon. Voilà, donc c'est déjà pas la même chose que quand vous faites un Far Cry et que vous devez construire tout un univers. C'est pas les mêmes investissements, c'est pas les mêmes manières de faire. Vous n'avez pas les mêmes coûts non plus parce qu'il faut payer la licence. Quand vous achetez un FIFA, quand vous avez un Far Cry, la licence vous appartient, donc c'est un peu différent. Mais ça vous montre vraiment pourquoi EA et Take-Two font la guerre sur cette partie de l'univers du jeu vidéo, avec une volonté de centraliser la valeur chez eux et d'avoir le plus de licences possible et vraiment d'être sur une multitude de sports. Ce qui est pas mal aussi, c'est du côté de chez Nintendo, la capacité à avoir mis Metroid Dread top 3 hein, et Mario Party Superstar top 8, sachant qu'il est sorti à la fin du mois. Donc il a été sur un nombre de jours vendus assez limité, Mario Party Superstar. Donc voilà, Marvel Guardian of the Galaxy, c'est un peu faible quand même comme vente. Hein. Mais bon, mécaniquement, les Marvel, ils n'ont jamais réussi à faire des très très bonnes ventes en jeux vidéo. Ça a toujours été compliqué. Donc voilà. Au niveau des ventes totales, on est en hausse de 16% year over year, donc on est à 4,6 milliards, d'accord, ce qui est une hausse de 16% par rapport à octobre dernier. Ce qui est très très intéressant, c'est que contrairement à ce que j'ai beaucoup lu, d'accord, et Dieu sait que je lis beaucoup d'analyses vous disaient l'année dernière, période d'octobre, il y a commencé à avoir des confinements, vous allez voir, le marché du jeu vidéo va péricliter. Bah non. Malheureusement, quand vous avez de plus en plus de gens qui jouent, enfin malheureusement, heureusement pour les gens du secteur, malheureusement pour ceux qui n'aiment pas le jeu vidéo, mais quand vous avez de plus en plus de gens qui jouent, que vous avez une population de joueurs qui vieillit et qui remplace une génération qui ne jouait pas, et votre marché adressable grossit. Donc forcément, vous créez de la croissance. C'est basique. Si avant on avait 100 millions de personnes qui aimaient les jeux vidéo, maintenant on en a 200 millions, on peut dire tout ce qu'on veut, même si il peut y avoir un pic de croissance à un moment. La croissance à long terme dans le jeu vidéo, elle est toujours là et vous êtes sur un méga trend et sur un méga cycle. Plus 16% aux États-Unis et vous voyez ça partout. Les ventes de janvier à octobre, plus 12%. D'accord? Donc vous faites plus de croissance. Là maintenant, T3, allez, on est même au T4, on va dire. T4, d'accord? Que ce que vous faisiez au T2, T3, d'accord? Et les gens, ils vous disent, il faut vendre le jeu vidéo, c'est un secteur qui est passé, c'est la mode, elle est passée, les gens, ils vont plus jouer et tout. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans le jeu vidéo, il y a plus de concurrence. Beaucoup plus de concurrence qu'avant. Donc, il faut choisir les bons acteurs. Parce que si le marché a grossi, mais que le nombre d'acteurs dans le marché a grossi aussi, la part de marché de chaque acteur peut ne plus être forcément la même. Donc, il faut choisir les bons acteurs dans le jeu vidéo. Mais je pense quand même que vous avez des acteurs qui tirent largement leur épingle. Et même si on retraite, d'accord, si on retraite des ventes de hardware, d'accord, qui sont en hausse ce mois-ci de 82%, mais ça c'est parce que vous êtes dans une année de lancement de console, donc forcément c'est tout le temps en hausse. Vous êtes toujours en hausse très forte sur le marché du jeu vidéo aux États-Unis. Et cette hausse, elle est vraiment partout. Les dépenses in-game, c'est une hausse de 11% en octobre versus octobre de l'année dernière. Les accessoires, c'est une hausse de 5%. Et je vous ai déjà dit, les accessoires, c'est ce qui me fait le plus peur. Parce que les accessoires, c'est un cycle dans le jeu vidéo qui est très cyclique, on va dire. C'est en fait comme quand vous achetez une manette, vous allez jouer 3 ans avec, puis après vous passez à la prochaine génération de consoles. Donc c'est comme les consoles, c'est comme le hardware. C'est un cycle qui est très violent, qui a des pointes de consommation très violentes, et puis après qui diminue et qui machin. Et moi je vous ai dit, cette année j'ai peur que les accessoires, ils aient des mois où ils font du moins. Il y en a eu quelques-uns, mais au global depuis le début de l'année, et même au global là dans les mois qui arrivent de Noël, et l'année dernière ils ont fait des excellents scores sur Noël, les vendeurs d'accessoires, on est toujours en hausse. Donc moi ça veut dire quand même quelque chose, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine force, une ouverture de nouvelles gammes, de nouveaux produits qui intéressent le consommateur très très fortement. Donc ça, moi je pense que le secteur du jeu vidéo, c'est toujours un secteur sur lequel il faut s'exposer. Même si le marché l'aime pas à l'heure actuelle, je pense que le marché est beaucoup trop violent avec le secteur du jeu vidéo et comprend pas du tout que malgré le fait qu'il y ait eu un afflux de joueurs dû au Covid,
qu'il y ait certains jeux qui pâtissent un peu de l'après-Covid, dans l'univers global du jeu vidéo, on est structurellement encore dans une tendance haussière qui va, à mon avis, s'accélérer. Et le Covid n'a fait qu'accélérer une tendance profonde de long terme, en convertissant par exemple des gens qui avaient 25-30 ans et qui ne jouaient pas aux jeux vidéo. Voilà. Donc je pense que vraiment c'est un très bon secteur, même si là il est excessivement boudé par les marchés. Alors après il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, il y a des problématiques au niveau RH qui sont profondes dans plein de groupes, chez Activision, chez Ubisoft. Vous avez des problématiques aussi de deadline des jeux, c'est-à-dire vous avez beaucoup de jeux qui sont retardés. Aujourd'hui on a eu Embracer qui a perdu 10%, parce que les résultats ils étaient un peu légers, mais surtout parce que plusieurs jeux ont été décalés en 2022, et du coup le titre a lourdement chuté. Mais je pense quand même que le marché est trop agressif avec l'univers du jeu vidéo. On est quand même largement plus haut que ce qu'on était en 2019-2018 sur les acteurs du jeu vidéo, donc on a toujours la surperformance qu'on a eue en 2020, on ne l'a pas effacée complètement, mais je pense que là on revient à des niveaux qui sont des niveaux d'achat importants pour moi. Parce que vraiment, vous commencez à être sur des niveaux où on paye le secteur pas au prix auquel on devrait le payer pour un secteur où vous êtes sûr d'avoir une croissance sur 10-15 ans à venir, et où en plus vous allez avoir un modèle économique qui va switcher du modèle on achète en one shot et il y a beaucoup de concurrence à on vend sa production à une plateforme comme le Game Pass de Microsoft, comme Netflix et ce genre de choses, et on touche des royalties là-dessus, et Netflix, Microsoft et tout vont prépayer les jeux, et après ils vont vous filer un bonus par rapport à l'utilisation du jeu, donc vous allez dérisquer un peu votre business, et au lieu d'avoir des pics de revenus puis des baisses de revenus, vous allez avoir un revenu qui va être un peu plus stable dans le temps, même si potentiellement vous allez peut-être perdre un peu de revenus au profit de la plateforme, mais cette stabilité que vous allez avoir dans votre revenu va vous permettre de beaucoup mieux gérer votre société et d'avoir un cash flow qui va être constant et qui ne va pas faire les montagnes russes entre positif et négatif. Ce qui est vrai que c'était ce qu'on reprochait beaucoup aux jeux vidéo et surtout aux acteurs comme EA et Activision pendant longtemps, même si maintenant ils sont structurellement cash flow positifs. Pendant longtemps, ce que beaucoup d'investisseurs reprochaient à ces gens-là, c'était qu'ils avaient des trimestres avec un cash flow énorme, puis après un cash flow négatif, puis un cash flow énorme, et c'était très difficile de modéliser ces entreprises. Là, en passant sur l'abonnement, on va avoir une modélisation qui va être bien meilleure. Mais ce chemin-là, vous avez eu le même, exactement le même, sur l'univers de la musique avec les labels qui produisent les artistes. Vous avez eu exactement le même sur l'univers de la série avec les studios de production de séries et de films. Donc c'est ni plus ni moins qu'une répétition. C'est-à-dire vous regardez dans l'historique du marché, vous voyez ce qui s'est passé dans la musique et dans les films, et vous savez que ça va arriver dans le jeu vidéo. C'est-à-dire le jeu vidéo n'est pas différent de ces autres marchés culturels. Il va être transformé dans un marché par abonnement. Il va falloir en plus que sur ce marché par abonnement, les acteurs se fassent la guerre pour le contenu, pour essayer de vendre des abonnements. Donc moi, je suis toujours extrêmement positif sur les acteurs du secteur qui savent jouer leur rôle intelligemment. Donc encore et toujours des problèmes de puces après. Donc Nvidia qui a publié des excellents résultats et qui a bien publié, le CEO il dit il n'y a pas de baguette magique pour réduire le problème des puces. Donc ça c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Vous commencez quand même à avoir des gens qui ont un petit peu peur, parce que quand on écoute un peu l'Union Européenne, Margaret Vestager, elle a dit il faut faire attention quand même avec cette histoire de puces, parce qu'il ne faut pas que les gouvernements surpayent les projets d'installation et donnent des telles conditions aux entreprises qu'après on va se retrouver en surproduction, et qu'en fait celui qui va avoir payé cette surproduction et qui va avoir payé l'installation de ces entreprises et tout ça, c'est l'épargnant de chaque pays. Nous, en tant qu'investisseurs, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça veut dire que quand vous investissez dans le secteur des puces, vous êtes face à des acteurs qui sont dans un marché structurellement, il manque de l'offre, d'accord? Donc c'est vous qui faites le prix, et en plus, pour créer de l'offre, il faut faire des tels investissements que vous êtes forcément dans une relation avec des pays et avec des municipalités, ce genre de choses, et donc vous allez leur demander des efforts.
Donc en fait, on est quasiment sûr de vendre les premières années notre production et en plus, on va obtenir des ponts dorés pour faire des nouvelles usines, ce genre de choses. Quand on commence à voir un peu ce qui fuite des projets d'usines de Samsung pour quasiment 20 milliards de dollars aux États-Unis, vous avez des choses qui sont considérables. Vous avez des gens qui disent que Samsung pourrait obtenir quasiment 5 milliards d'efforts fiscaux et divers sur le projet de 20 milliards. Ça fait quand même un quart de l'effort. C'est pas négligeable. Pour une market cap comme celle de Samsung, ce n'est pas négligeable. Donc ça veut dire que vous avez une capacité à pousser ce genre de choses qui est quand même intéressant. Là aussi où c'est intéressant, c'est que le CEO de Nvidia, il nous a expliqué que ce qui marchait très très bien, c'était les PC fixes. Pourquoi est-ce que les PC fixes marchent beaucoup mieux qu'avant? Parce que comme on travaille de plus en plus à la maison, on n'a pas envie de prendre un PC portable. Le PC portable, c'est pour quand on était vraiment tout le temps en déplacement, puis qu'on travaillait de temps en temps à la maison, puis de temps en temps au bureau. Et là, en fait, il nous explique que maintenant, globalement, on fait 50% au bureau, 50% à la maison. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des entreprises et la plupart des acteurs ont décidé de passer au PC fixe, qui est beaucoup plus simple, qui coûte moins cher, qui a moins de panne. Et donc, du coup, on passe sur des PC où on a un PC fixe à la maison, un PC fixe au bureau, et on passe de l'un à l'autre. Donc ça, c'est aussi intéressant. On a vu aussi que Sony a réduit ses estimations de vente de PS5 à cause de la crise des puces. Donc ils l'avaient déjà fait une fois cette année, ils le refont maintenant. Donc c'est quand même, ça vous montre quand même la profondeur du problème. Selon le CEO de Nvidia, ça devrait durer à peu près toute une partie de 2022. On avait déjà dit que le CEO de Toshiba était à peu près sur les mêmes métriques, c'est-à-dire que ça devrait durer tout 2022. Donc moi, pendant les résultats de cette année, on a vu Ford au Q3 qui nous a expliqué qu'il voyait des améliorations sur la chaîne de production des puces. Il y a quelques entreprises qui ont publié dans ce sens-là. Je pense que c'est des entreprises qui sont soit qui ont de la chance, soit qui ont un peu enjolivé la situation, mais à mon avis, le problème de puces et les sociétés qui sont touchées par le problème de puces, ça va continuer fortement S1 2022. Et à mon avis, on verra l'amélioration graduelle T3 2022 et beaucoup plus au T4 2022. Donc quand même, il faut faire attention. Tout ce qui est équipementier auto, ce genre de choses, faites quand même attention. Après, vous avez aussi un principe de réalité, c'est-à-dire que plus vous avez une marge qui est forte, plus vous êtes sur des produits qui sont haut de gamme, plus payer un semi-conducteur cher ne va pas vous déranger. C'est-à-dire si vous produisez un produit qui marche à 90%, si vous payez 2 fois plus cher votre semi-conducteur qui représente 2% du prix du produit, ça va un peu baisser votre marge, mais ça ne va pas vous changer la vie. Si vous faites des produits assez peu margés, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, on l'a vu là avec le Black Friday, on voit beaucoup moins de promotions sur du petit matériel électronique qui sont très agressives, sur des objets qu'on avait à moins de 10, moins de 20 euros. Sur des choses qui ont quand même un minimum de qualité, les choses comme Xiaomi, ce genre de choses, les prix ont beaucoup moins été agressifs cette année que les années précédentes. C'est parce que effectivement le coût pour ces acteurs du low cost dans l'univers numérique des semi-conducteurs a pris une importance quand même très forte et vous ne pouvez pas vous permettre de vendre à perte. Donc au bout d'un moment, s'il y a de la concurrence et qu'il n'y a personne pour vous produire des semi-conducteurs, il faut que vous mettiez un prix un peu plus cher et donc forcément au niveau du tarif, ça se répercute. Et ça fait de l'inflation. Au niveau de Twitch, on a une remontée. En year over year, on est en hausse de 16% à peu près. Chez Facebook, on est en hausse de 61%. Donc c'est bien mieux. Comme je vous l'ai expliqué, hein, Facebook Gaming, vraiment une forte traction sur le nombre d'heures regardées. Vraiment très forte. Il dépasse YouTube Gaming qui s'est lancé bien avant. Donc ça vous montre quand même que Facebook est capable de faire des choses. Après, c'est la même chose. Facebook Gaming a beaucoup marché dans des pays émergents. Et du coup, en Europe, on ne connaît pas beaucoup. Et on n'utilise pas beaucoup ce service. Mais il ne faut pas se dire que parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup et tout ça, c'est un flop. Hein. C'est pas vraiment un flop. Je pense qu'ils espéraient mieux. Parce qu'ils espéraient clairement concurrencer Twitch assez rapidement. Et ils font que un quart de ce que fait Twitch. Mais ils ont quand même réussi à faire un quart de ce que fait Twitch. C'est quand même pas donné à tout le monde. Hein,
Parce que Microsoft est allé se mettre en face, YouTube est allé se mettre en face, et Microsoft et YouTube, bon, Microsoft il a payé bagage, et YouTube il est toujours là, mais il fait beaucoup moins d'heures vues. Hein. Donc ça vous montre quand même que être le leader dans un secteur en arrivant après, même quand vous appelez Microsoft, Google et tout ça, c'est pas forcément facile. Hein. Quand il y a vraiment un leader qui est connu des gens et qui est installé, faut vraiment pousser très fort, ou il faut avoir des moyens d'aller capter l'intérêt des utilisateurs sur un nombre de plateformes très important. Ce qui fait la réussite de Facebook Gaming, c'est cette capacité de partager les clips sur Instagram, sur machin, et du coup vous avez une capacité de sociabiliser autour de la plateforme qui est un peu plus puissante que ce qu'a Twitch, ce qui drive du nombre d'utilisateurs. En parlant gaming, on a aussi cette semaine Microsoft qui a lancé la bêta du mode en ligne du jeu Halo, qui est le fer de lance de la Xbox Series X, qui est arrivé malheureusement après le lancement de la console. Après, pour Microsoft, c'est pas trop problématique parce que comme de toute façon, on peut pas acheter d'Xbox, ça aurait rien servi de lancer tous les gros jeux au lancement. Hein. Ça n'aurait rien fait parce que de toute façon, il n'y avait pas de capacité d'acheter des consoles. Ceux qui en voulaient, ils en ont eu pour ceux qui sont très accros à la marque, et les autres, généralement, ils en ont pas eu. Donc c'est intéressant parce que ça permet à Microsoft d'installer le jeu auprès de sa fanbase et de se dire que fin 2022, le jeu va être bien lancé. C'est le moment où les consoles, normalement, vont avoir beaucoup plus de stock et potentiellement, il y a des choses à faire. D'accord ? Ce qui est intéressant aussi dans Halo, c'est qu'ils ont pris le parti de découper le jeu en deux. Donc, le mode en ligne, il est payant, le mode campagne, il est payant, vous pouvez l'acheter au prix d'un jeu, et le mode en ligne, il est gratuit, et il vous permet de jouer avec vos copains, ce genre de choses, et de faire des choses. Et il y a ce qu'on appelle des microtransactions, donc il faudra voir si Halo devient une vraie vache à lait pour Microsoft ou pas avec ces microtransactions. C'est quand même un jeu très important avec une fanbase excessivement importante, donc il faudra voir un peu au niveau des ventes ce que ça fait. Le régulateur britannique qui lance une enquête sur le rachat d'armes par Nvidia. Donc l'enquête, elle porte sur des soucis de sécurité nationale, ce genre de choses. Donc vous voyez quand même que malgré le fait que le rachat soit fait, qu'ils aient eu les autorisations à un moment donné, il y a de plus en plus de réglementations, il y a de plus en plus de régulateurs qui reviennent à la charge après avoir autorisé et qui refont des enquêtes. Donc ça commence à devenir compliqué pour certains acteurs de faire de la fusion-acquisition dans leur secteur. Donc ça veut dire qu'ils n'auront plus que deux choix pour leur cash, soit le retourner aux actionnaires, que ce soit sous forme de dividendes ou de rachat d'actions, soit d'investir plus massivement dans les R&D. Que ce soit le choix 1 ou le choix 2, s'ils le font correctement, normalement en tant qu'actionnaire, on devrait s'y retrouver. Le but étant qu'ils arrivent à maximiser leurs investissements pour le futur, tout en maximisant un peu les rachats d'actions et les dividendes. En sachant que moi, je trouve qu'il faut toujours privilégier les sociétés qui font des rachats d'actions. Je trouve que c'est plus relutif et plus intéressant pour l'actionnaire que les dividendes. Le prochain jeu, Saints Row, donc un triple A d'Embracer, il a été retardé à août 2022, donc je vous l'ai dit, ça a fait baisser le titre très fortement. Et après, on recommence avec Microsoft. The Elder Scrolls 6 sera une exclusivité PC et Xbox. Donc là, ça vous montre un peu ce que beaucoup craignaient dans l'univers du jeu vidéo, c'est que Microsoft a racheté ZeniMax, donc ils font The Elder Scrolls, Fallout, enfin tout ça. Ils ont payé 7,5 milliards. Ils ont dit qu'ils ne limiteraient pas les jeux à leurs univers. Et par contre, ils ont bien dit à l'époque que c'était pour les jeux qui étaient en développement actuellement. Tous les jeux qu'ils ont lancés en développement après, il semble quand même que Microsoft s'oriente vers des exclusivités. Donc ça veut dire que Sony, ça veut dire que les autres acteurs vont devoir répondre, sinon le contenu sera chez Microsoft. Et quand vous avez le contenu, que vous avez installé le contenu et que les gens sont habitués à consommer le contenu chez vous, c'est très difficile de vous combattre. Pardon. Comment on le voit? Vous le voyez au T3, qu'est-ce qui s'est passé? Au T3, si on prend l'univers de la vidéo, il s'est passé quoi? Il s'est passé que Disney a fait beaucoup moins d'abonnés que Netflix. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, Disney, ils ont sorti toute leur artillerie au lancement de la plateforme. Puis après, ils ont rajouté des séries. Puis maintenant, ils ont un peu un petit temps mort. D'accord? Ils ont des choses qui sont au cinéma, donc qui arrivent un peu après sur la série. Enfin, c'est un petit temps mort dans l'univers de Disney et de Disney+. Et ben, ils n'arrivent pas à recruter. Parce que les gens, ils sont venus sur Disney+ pour le catalogue exclusif de Disney+.
Et s'ils veulent voir un film autre que l'univers de Disney, ils vont sur Netflix et regardent ce qu'il y a sur le catalogue de Netflix. Et Netflix, à côté, c'est quelqu'un qui croit toujours et qui avance toujours un peu plus vite chaque trimestre parce qu'il rajoute du catalogue et au bout d'un moment, vous avez une telle masse, une telle criticité que c'est très difficile, même pour un concurrent comme Disney, avec un catalogue en propre qui est important et des marques qui sont vraiment colossales, d'aller beaucoup plus loin. Après, Disney a tapé assez fort là avec le Disney Plus Day en annonçant beaucoup de séries, beaucoup de choses qui, à mon avis, vont permettre de repartir dans un cycle de croissance pour Disney. Mais il y a un besoin de Disney d'aller agréger du contenu, d'aller chercher du contenu externe, parce que la problématique aussi de Disney+, c'est que le contenu Disney, il a une saveur qui est celle de Disney. Et ce que vous avez et ce que vous aimez dans la plateforme Netflix et ce qui drive de plus en plus l'abonnement des gens, c'est que vous avez des séries françaises, des séries brésiliennes, et vous avez un melting pot. Et ce melting pot fait que Netflix peut viser toute la population. Or, il est vrai que chez Disney, c'est encore assez limité. Vous visez les fans de Disney, les fans de Marvel, les fans de Star Wars. C'est bien, ça représente beaucoup de monde. Mais après, vous n'avez pas ce melting pot encore qu'il y a sur Netflix. Et ça, vous en avez besoin de l'installer le plus rapidement possible. Et je pense que c'est ce que Microsoft est en train de faire dans le jeu vidéo. Et les autres vont devoir réagir. C'est aussi pour ça que je suis positif sur l'univers du jeu vidéo, que je pense qu'il va y avoir encore plus de fusion-acquisition. Alors quand je dis ça avec des banquiers d'affaires, ils me disent « Mais Arthur, cette année, c'est déjà exceptionnel ». Moi, je pense que cette année, c'est exceptionnel et que l'année d'après, ça sera encore plus exceptionnel. Et comme je suis positif et que vous savez que moi, j'aime bien voir les choses à long terme et pas broyer du noir, je pense qu'on fera encore plus de rachats. Je pense que des acteurs comme Tencent, comme Embracer, et Embracer, c'est un bon exemple. Hein. Ils ont publié cet après-midi, enfin ce matin ou ce soir, non ce matin, et dans les papiers, il y avait marqué qu'ils avaient fait plus de 30 acquisitions l'année passée et qu'ils allaient recommencer cette année. Malgré le fait que leur cours de bourse a descendu de plus de 50% et que je vous explique que la théorie de création de valeur d'Embracer, c'est ce qui m'a fait sortir du titre récemment, c'était de payer en titre. Et en fait, quand vous payez en titre pour acheter d'autres sociétés, si à chaque fois vous avez votre cours de bourse qui progresse, la dilution pour les actionnaires, elle est assez limitée. Vous surpayez un business, mais vous le surpayez avec un titre qui est surpayé. Donc si vous voulez, quand on calcule la valeur réelle du business comparé à la valeur de l'action, vous avez une surcote pour l'action qui est importante et du coup la dilution réelle par rapport à la valeur de l'entreprise, elle est limitée quand vous faites une acquisition. Là, il se passe le phénomène inverse, c'est que comme l'élastique a été trop tendu, la boîte est montée beaucoup trop haut, là la boîte est en train de descendre. Après, je ne vous cache pas que moi je suis en embuscade parce que si elle descend un peu trop bas, je serai toujours là. Et je pense que le fait qu'ils fassent encore des acquisitions montre que leur but, c'est pas vraiment de profiter de leur cours de bourse. On leur a donné l'opportunité de le faire, ils l'ont fait. Maintenant, faire des acquisitions, c'est très dilutif pour eux, ils vont quand même continuer à le faire. Pourquoi ils vont quand même continuer à le faire? Parce que le management vous explique que seuls les gros acteurs du secteur vont continuer à exister. Les autres, ils vont être marginalisés et il va falloir avoir une certaine puissance pour pouvoir combattre les plateformes et il va falloir aller capter de la valeur partout. Et ils nous ont encore expliqué qu'ils voulaient faire des rachats, surtout dans les produits dérivés, dans les films, ce genre de choses, pour toujours donner plus de puissance à leur licence. Et ça, c'est ce que je vous explique depuis un certain temps. C'est la licence, avant vous l'aviez, vous faisiez des jeux vidéo. Maintenant, vous avez une licence, ça a une valeur, il faut l'exploiter partout. Il faut faire des t-shirts, il faut faire des films, il faut faire des séries. Il faut absolument exploiter la licence le plus largement possible. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que chaque bout d'exploitation de la licence va être positif pour les autres, parce que si vous faites un bon film, forcément ça va ramener des gens sur le jeu. Si vous faites un mauvais film, je vous dirais que les gens qui regardent le film, ils jouaient déjà pas forcément au jeu, donc vous n'allez pas forcément les perdre. Et ceux qui sont fans du jeu, ils vont dire le film c'est de la merde, et le film c'est de la merde, et puis voilà. Donc voilà. Au niveau de parlons résultats, on a eu Digital Bros. Donc là, vous avez catalogue en hausse de plus 35%, cash net 32,4 millions, besoin de continuer à faire des rachats. Donc ça, je vous l'explique depuis le début, tout le monde veut racheter. Donc quand tout le monde veut racheter et que vous détenez des actifs dans un secteur, c'est généralement un bon signe. Si vous êtes dans une rue, que vous avez un restaurant et que vous savez que tout le monde veut racheter les restaurants dans cette rue, c'est vous qui avez le pouvoir. Même si votre restaurant il n'est pas forcément bon, il n'est pas bien noté sur Google et ce genre de choses, la rue, elle est limitée. C'est-à-dire, il y a 50 restaurants dans la rue, il y a 50 restaurants.
il n'y a pas possibilité de créer des nouveaux restaurants, bah voilà, votre prix de l'actif il monte, même si votre actif il a un peu, il a des défauts, ce genre de choses. Au niveau du chiffre d'affaires, après, vous êtes quand même en diminution de 35%. C'est un manque de nouvelles licences hein, et de nouveaux jeux. Au niveau des profits, ça descend de 50%. Voilà, voilà. Là, on a le back catalogue et le nouveau catalogue. Donc, on voit que le nouveau catalogue, c'est 46% des ventes, 40%, 29% en 2022. Il n'y a pas beaucoup de ventes pour Digital Bros en 2022. Donc, il va falloir faire attention. 2022, c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué pour Digital Bros. D'accord. Donc ça, il va falloir à mon avis faire attention. Après, c'est une société qui, en 2022, va profiter des premières bêtas sur sur Payday 3, qui est fait par son partenaire Starbreeze, qui a fait un contrat de distribution avec Embracer et qui est on peut dire un triple A. Et comme ils ont racheté beaucoup d'actions Starbreeze quand la société était en difficulté chez Digital Bros, si on pense que Payday peut faire des très bons scores de vente, ça peut justifier une hausse de l'action malgré le fait que le business soit un peu plus compliqué. C'est une société qui, à mon avis, en 2022, il faut regarder parce qu'elle pourrait souffrir très violemment du marché qui ne comprend pas très bien les choses et qui voit pas l'arrivée en 2023 de Payday et les débuts de la bêta en 2022. Donc il y a moyen d'aller chercher de la valeur là-dessus. Donc il faudra faire attention à Digital Bros en 2022. Tencent. Hein. Donc Tencent, croissance du département jeux à l'international 20%. C'est vrai que c'est la fin du monde. Hein. Il n'y a plus de jeux, il n'y a plus de machin. En organique, c'est au-dessus de 10%. Hein. Donc comme je vous le disais, hein, le marché du jeu vidéo il est en crise. Je pense que beaucoup d'entreprises aimeraient des marchés en crise qui font des croissances supérieures à 5%. Ça ferait plaisir à beaucoup. Croissance du département jeux sur le marché domestique, 5%. Donc là, vraiment, bon, voilà, les réglementations chinoises ont joué. Elles ont joué sur un mois et demi. On était sur une croissance qui était estimée un peu en dessous de 10% sans les réglementations. Donc vous avez perdu. Donc en fait, ils estiment que ils vont pas faire de décroissance avec les nouvelles réglementations, mais peut-être qu'ils vont être sur une croissance qui va être vers 5, entre 2 et 5. Donc là c'est pareil, hein, quand on a commencé à parler des problèmes de Tencent, on voyait déjà des gens qui vous disaient le business en Chine du jeu vidéo de Tencent va perdre 20%, 25%. Au final, ils vont faire 2% de croissance. Alors c'est beaucoup moins qu'avant, mais ça reste des leaders, ça reste des gens intéressants, voilà. Il faut voir un peu que, à mon avis, c'est de la croissance qui va reprendre assez fortement en 2022 pour une multitude de raisons. Ce qu'on voit, c'est que les mineurs, ils faisaient 0,7% du temps passé sur les jeux en septembre, d'accord, 2021, sur les jeux de Tencent, vs 6,4 en septembre 2020. Donc il y a vraiment une forte diminution, il y a eu un effet important des mesures. Tencent nous explique que par contre, le nombre de joueurs n'a pas diminué. C'est vraiment que le temps passé sur le jeu qui a diminué. Donc ça c'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'on n'a pas de perte de personnes qui se disent bah, maintenant je vais plus jouer mais je vais faire du foot à la place ou ce genre de choses. Donc ça veut dire que le marché est toujours aussi fort. Après, avec les nouvelles mesures sur les micro-paiements, ce genre de choses, ce qui s'est passé, c'est que les mineurs font 1,1% des ventes en septembre 2021 versus 4,8% en septembre 2020. Donc il y a quand même une perte de chiffre d'affaires qui est quand même importante, c'est 3%. C'est pas non plus 15% comme on le citait. Je pense que le gouvernement chinois va pas pousser ces mesures sur des tranches d'âge beaucoup plus grandes. Son but, c'est pas de faire exploser le marché du jeu vidéo et de plus avoir du tout d'acteurs. Donc, je suis convaincu qu'à mon avis, c'est plus une bénédiction pour Tencent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, ils n'ont pas les capacités de mettre en place les mesures du Parti communiste chinois. Pourquoi ? Parce que quand vous voulez limiter l'utilisation des jeux, il faut mettre en place des mesures qui sont très strictes, qui demandent des investissements technologiques qui sont puissants. Et donc ces investissements technologiques qui sont puissants, si vous êtes un petit studio qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en Chine, bah vous ne pouvez pas les faire. Donc vous avez deux choix. Soit vous arrêtez et vous sortez du marché, soit vous allez fusionner avec un concurrent pour obtenir la taille critique, soit vous vous vendez à quelqu'un comme Tencent. Et on a eu pas mal de retours
de sociétés qui sont en train de cibler des gens avec qui elles pourraient fusionner ou à qui elles pourraient se vendre, parce que justement elles arrivent dans ce problème-là. Donc la question après, ça sera est-ce que le régulateur chinois autorise? Mais par exemple, si le régulateur chinois se dit il vaut mieux avoir un Tencent monopolistique ou oligopolistique avec d'autres acteurs comme NetEase, ce genre de choses, mais être sûr qu'ils vont respecter nos règles, plutôt qu'une multitude de petits acteurs qui n'ont pas forcément la capacité de faire respecter nos règles, bah ça peut être une très bonne chose pour Tencent. Parce que vous avez un rendement de monopole, vous avez un risque de monopole, c'est-à-dire le risque de monopole c'est quoi? C'est que, à part si le gouvernement décide de déconstruire votre monopole, ce qui est quand même assez rare, bah vous êtes assis sur une situation de rente. Une situation de rente sur le jeu vidéo, je peux vous dire que si on avait un monopole de vente de jeux vidéo en France, comme on a avec la FDJ, ça ferait longtemps que j'aurais mis tout mon patrimoine dessus. Hein. Parce que c'est no-brainer là. Donc, je pense qu'on est très très négatif sur ce qui va se passer en Chine sur Tencent, mais qu'il y a une potentialité de bonnes nouvelles qui est très très importante, et que là, à l'heure actuelle, le marché, il est un peu violent, il critique très fortement, mais il y a quand même des choses, et qu'on paye un prix qui a aucun sens. C'est-à-dire quand vous voyez des grands acteurs de l'investissement value qui achètent du Tencent et qui achètent de l'Alibaba, si demain des grands acteurs du value, ils allaient acheter Amazon et Netflix en vous disant c'est value, ça vaut pas cher, ça veut dire que le marché il marche sur la tête quoi. Donc je pense que ces gens-là, ils savent très bien la valeur des actifs à la casse, ils valorisent ces actifs à la casse, et s'ils achètent Tencent et Alibaba, c'est qu'il y a une très très grande raison. On va faire un petit focus. Donc le petit focus c'est Arcane. C'est la nouvelle série de Riot Games. Pourquoi est-ce qu'on fait un petit focus sur Arcane? Parce que je pense que ce que je vous explique de plus en plus, il y a un besoin des entreprises d'aller créer des univers, et d'aller créer des univers qui sont multiples et qui vont être sur un tas de sous-ensembles, d'accord, et qui vont horizontaliser l'univers, et c'est ce qu'est en train de faire Riot. Donc Riot, il y a quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont sorti un jeu qui s'appelait League of Legends, c'était la seule chose qu'ils avaient, et maintenant vous voyez que de League of Legends et de l'univers qu'ils ont bâti dans League of Legends, ils créent énormément de choses. Ils ont créé Wild Rift, ils ont créé Valorant, enfin ils ont créé énormément de sous-univers, et maintenant ils se mettent à faire des séries. Peut-être qu'ils se mettront à faire des films. Donc vous êtes vraiment sur des choses qui sont un peu comme ce que fait Disney. Pendant des années, le seul qui était capable de faire ça, c'était d'horizontaliser correctement sa licence. Il s'appelait Disney. Et là, vous commencez à le voir de plus en plus dans l'univers du jeu vidéo. Ce qui est très très intéressant avec Arcane, c'est quoi? C'est que Arcane, ils ont réussi plusieurs choses. La première, le premier épisode, vous pouviez le co-stream sur Twitch. C'est-à-dire, ils ont réussi à vendre la série à Netflix et à dire à Netflix, le premier épisode, il sera pas que sur ta plateforme, mais il sera aussi sur Twitch, et ceux qui veulent le regarder avec d'autres sur Twitch, ils auront le droit. Ça vous montre la puissance de négociation. C'est-à-dire que Riot Games, un éditeur avec une licence forte, est capable d'aller voir Netflix et de dire c'est comme ça et pas autrement. Si t'es pas d'accord, je vais voir Amazon. Donc encore une fois, ça vous montre la puissance, le fait qu'avoir des licences, détenir des actifs comme ça, qui sont des actifs qui ont une durée de vie quasiment illimitée tant que vous êtes capable de les travailler. C'est-à-dire que tant que vous êtes capable de travailler Star Wars, ça a une durée de vie quasiment illimitée, ce genre de choses, bah, c'est vraiment très 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 intéressant. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait un système par acte, avec un acte, un deuxième acte, un troisième acte. Ça permet quoi? Ça encore, c'est contre ce que fait souvent Netflix, qui sort tout en une seule fois. C'est le côté binge watching de Netflix, c'est-à-dire on regarde une série, puis on passe à une autre, puis machin. Ça, c'est intéressant pour Riot. Pourquoi? Parce que ça veut dire que toutes les semaines, pendant un mois, vous allez aller voir Arcane, vous êtes face à l'univers de League of Legends, et donc ça attire des gens sur League of Legends. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez une hausse du nombre de joueurs sur League of Legends, parce que vous avez des gens qui ont joué à Arcane, vous avez des gens qui ont vu Arcane sur Netflix et qui se sont dit mais Arcane c'est sympa, l'univers il est sympa, je vais essayer League of Legends. Et ils auraient peut-être pas essayé League of Legends s'ils n'avaient pas vu Arcane. Et pour les fans, vous avez une hausse des dépenses. Pourquoi? Parce qu'on a fait des cosmétiques qui sont liés à Arcane, ce genre de choses. Et du coup, bah, toutes ces cosmétiques, ça fait des phénomènes de vente. Et vous avez une capacité d'aller vendre qui est un peu plus forte que si vous lancez juste un nouveau cosmétique sans univers derrière.
Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Autre point qui est intéressant et qui montre un peu la force de la France, c'est Arcane, c'est Made in France, c'est Illumination Studio qui fait ça, donc c'est ceux qui font les Mignons. Donc ça vous montre aussi qu'en France, on a quand même des compétences. Et en animation, on a des très très fortes compétences avec l'école des Gobelins, avec des sociétés comme Xilam, ce genre de choses. Vous avez vraiment énormément de compétences en France. Et c'est des compétences qui ont de la valeur. Parce que si vous avez une licence, que vous allez vous lier à ces gens-là qui ont la compétence de faire des dessins animés, des séries, des films, bah vous pouvez créer des choses qui sont très très intéressantes. Alors après, ça a un coût, ce genre de choses. Mais ça vous montre vraiment l'importance de la chose. Arcane, c'est quand même numéro 1 sur Netflix dans 52 pays. D'accord? C'est important. C'est une vitrine pour Riot Games qui est colossale. En plus d'installer une marque, d'installer un univers qui va faire que peut-être ils vont pouvoir continuer à faire des séries, que ces séries elles vont se vendre, donc ils vont gagner de l'argent là-dessus. Donc ça vous montre comment d'un jeu vidéo, on peut créer tout un empire. Et ça, c'est des choses qui sont toutes nouvelles. Hein. Vous n'aviez pas ça avant, je vous l'ai dit, hein, avant, en gros, il y a 3 acteurs qui ont réussi d'univers à créer des empires. Ils sont, allez, 4. On va dire 4. Vous avez Disney, avec ses films, Star Wars, Marvel, DC. Et après, vous avez des univers qui ont réussi plus ou moins à émerger, mais qui émergent quand même moins, et qui sont sur des univers vraiment comme Riot Games, c'est un seul univers. C'est des choses comme, comment ça s'appelle, comme Hitman, comme James Bond, ou comme Harry Potter. C'est-à-dire c'est des univers bien typés, qui sont, mais c'est pas une capacité d'une société d'aller créer des licences et d'aller après les horizontaliser comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que Riot Games arrive à le faire, et après qu'ils arrivent à le faire pour tous leurs jeux et pour toutes leurs licences. On continue avec l'hebdo de la crypto. Donc là, c'est la fin du monde by The Deep. Pourquoi c'est la fin du monde? Parce que ça se casse la gueule. D'accord? Donc on le voit, hein, si on regarde par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on avait beaucoup les cryptos. Le top des cryptos était largement au-dessus de 100% sur 7 jours. Là, Wax fait 52, Sandbox fait 30, Decentraland fait 30, Crypto.com fait 29. Crypto.com, ils ont signé un des plus gros deals de naming au monde, 700 millions de dollars pour signer le stade, un stade américain, le Staples Center, je crois. Donc c'est vraiment le plus gros contrat de sponsoring de tous les temps. Ça vous montre le besoin de ces sociétés de s'établir et d'être connues par tout le monde. C'est-à-dire quand vous êtes dans l'univers des cryptos, vous êtes quand même au tout début. Donc c'est quand même des choses qui sont qui débutent un peu. Et il faut que le monde apprenne à vous connaître. Le but, c'est d'être le Coca-Cola de la crypto, c'est que tout le monde vous connaisse. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait monter un peu Crypto.com. Dans les autres, on a Uma qui a un peu monté, on a Avalanche, on a Mina, Ank-Air, Decreed qui est un peu monté. Et ce qui est intéressant, c'est que Avalanche, c'est quasiment au plus haut historique. Donc ça vous montre que même si on est dans une phase de turbulence dans les marchés, si on achète les bons actifs au bon moment, on gagne quand même pas mal d'argent. Qu'est-ce qui a fait qu'on est tombé? C'est la Chine et l'Inde qui reprennent un peu le bâton. Je vous explique depuis longtemps qu'en Chine, c'est toujours bâton-carotte. En Inde, c'est un peu différent. C'est souvent bâton et pas souvent carotte. Mais les Indiens, c'est un peu, c'est une autre politique et il y a d'autres facteurs derrière. Et il y a moins de puissance pour driver l'économie qu'en Chine. Le gouvernement c'est pas moins compétent, mais sa capacité à impulser des politiques économiques est quand même moins fort. Donc en Chine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs sites de news autour de l'univers de la blockchain et autour du Bitcoin et des cryptos qui ont été fermés par le gouvernement. Alors, bon, il y en a énormément. La plupart ont dit qu'ils reviendraient. La plupart communiquent toujours sur Telegram et sur Twitch, et sur Twitter. Mais c'est des plateformes qui, soi-disant, sont interdites en Chine. Bon, ça vous montre quand même que même en Chine, où on contrôle tout, on arrive quand même à télécharger et à utiliser Telegram et Twitter. Donc quand on veut, on peut. C'est ce que je vous explique depuis très longtemps. Et c'est la même chose dans la transition énergétique, ce genre de choses. Quand on veut, on peut.
Donc voilà. En Inde, il y a la même chose. Il y a la Banque centrale indienne qui, ça fait des années qu'elle est contre les cryptos, qu'elle dit que c'est pas une bonne chose et tout. Donc là, le gouverneur de la Banque centrale indienne nous a expliqué que la blockchain, ça pouvait exister sans les crypto-monnaies et que les crypto-monnaies, ça n'avait pas de sens. La Banque centrale indienne et le gouvernement indien veulent interdire les paiements par crypto-monnaie, ce genre de choses. Alors attention, parce que ça fait plusieurs fois que la Banque centrale indienne veut interdire des crypto-monnaies et la dernière fois qu'ils ont essayé, la Cour suprême indienne les a retoqués en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. C'est quand même quelque chose qui est très utilisé en Inde. Il faut faire attention aussi politiquement. C'est un sujet qui est un peu sensible parce que vous avez un peu d'inflation en Inde et une manière de se protéger, comme c'est difficile pour ces acteurs, pour les particuliers indiens qui sont un peu moins bancarisés et qui ont moins d'accès à des produits financiers que nous en Europe ou aux États-Unis, de se protéger de cette inflation. Ils utilisent les cryptos pour se protéger de cette inflation. Donc ça, c'est ce que je vous explique, hein. C'est comme quand la Turquie a voulu interdire les cryptos. Erdogan, il n'a pas réussi. Il peut sortir son armée. La vérité, c'est que les gens, ils veulent pouvoir acheter du poisson et de la viande. Et quand votre monnaie, elle perd 100% de sa valeur enfin 100% non, mais qu'elle perd 50% de sa valeur sur 10 ans, bah forcément, ça fait exploser les prix. Donc vous achetez du Bitcoin en vous disant, je prends un risque, mais au final, est-ce que le Bitcoin va s'effondrer de 50% à très long terme? J'en sais rien. De toute façon, dans le choix 1, vous êtes sûr de perdre si vous gardez de la lyre. Dans le choix 2, vous n'êtes pas sûr de gagner si vous gardez du Bitcoin, mais vous avez une possibilité de gagner. Donc pour ces peuples-là, c'est quand même des choix qui sont assez simples, hein. C'est-à-dire, il y a une possibilité de gain et de l'autre côté, il y a une certitude de perte. Le choix est vite fait. Donc voilà, il faut faire attention un peu à ça. Je pense que là, c'est encore la même chose. On surréagit un peu, mais ça passera à autre chose. Donc là, c'est sur la Chine. Vous avez le slide. On continue. Après, on a les Lightning Network qui explosent. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a aussi la mise à jour Taproot qui va arriver sur le réseau Bitcoin. Donc ça, je vous ai expliqué, hein. Mise à jour Berlin sur Ethereum, très très important. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on commence à faire les mises à jour Taproot en ce moment et au début de l'année sur Bitcoin. Et ça va s'étaler dans le temps. Et ce qui va se passer, c'est que juste après... en février, en mars, il y a des nouvelles mises à jour sur le Ethereum qui doivent amener de la scalabilité, ce genre de choses. Donc c'est quand même une période qui va être assez intéressante parce qu'au niveau technologique, les deux actifs leaders, donc Bitcoin et Ethereum, vont avoir des grosses nouveautés technologiques. Or, c'est des actifs qui ont tendance à être assez stables et où on implémente des nouvelles technologies de manière vraiment très limité parce qu'on veut pas qu'il y ait de bugs, parce que comme c'est des choses qui sont très utilisées, on peut pas se permettre de faire du test et de se dire ah bah si ça marche pas et c'est pas grave. Non, 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 il faut que ça marche en temps réel tout le temps, donc il faut qu'on fasse très très attention. Et là on est vraiment dans une période charnière, donc qui comporte un risque, hein. Vous avez le risque que des choses se passent mal, mais par contre qui comporte aussi d'énormes avantages, c'est-à-dire que si on arrive à faire ces mises à jour Taproot et ces mises à jour sur Ethereum qui arrivent, à mon avis ça va augmenter très fortement la scalabilité de ces deux blockchains et donc ça va permettre de passer sur l'étape du cycle de croissance d'utilisation du futur. Donc ça c'est intéressant pour nous investisseurs parce que ça nous ouvre des opportunités et ça nous montre que le prochain cycle il peut arriver. Alors après à chaque fois c'est comme quand vous montez des marches et que vous êtes un enfant, vous avez la possibilité de réussir à monter la marche ou de vous casser la figure. Bah, Bitcoin peut se casser la figure, Ethereum aussi. Après moi je suis d'avis que c'est quand même des gens très très sérieux qui ont mis beaucoup de temps à réfléchir à la chose, qui se sont donné des années pour mettre en place ces mises à jour. Donc à mon avis, ça va être fait avec intelligence. Et s'il faut retarder, ça retardera. Alors si on retarde, peut-être que ça fera un peu secouer le marché, comme à l'heure actuelle dans les jeux vidéo avec les retards. Mais à mon avis, ça ne va pas changer la face de la Terre à long terme. Avoir de la scalabilité sur Ethereum ou sur Bitcoin, ça permettra de l'utilisation massive de ces deux actifs. Et donc ça leur donnera de plus en plus de valeur. On a après AMC qui va accepter le Shiba grâce à BitPay. Donc ça c'est toujours la même chose, c'est ce que je vous explique depuis des années et des années. Voire des années, non, mais depuis des mois et des mois. Et ce que j'explique aux étudiants depuis des années et des années. C'est-à-dire que vous pouvez tirer parti de beaucoup de choses pour faire de la com quand vous êtes un grand groupe. Parce que tout le monde parle de vous, tout le monde
ce genre de choses. Donc là, AMC, en acceptant le Shiba, bah, y a des gens qui vont se dire, ah, j'ai plein de Shiba, je vais aller voir des films chez AMC et pas chez le concurrent, ce genre de choses. Bah, dès que vous appelez McDonald's, ce genre de choses, vous pouvez créer de la valeur avec tout ça. Et ça, c'est très très intéressant pour nous et ça vous montre un peu ce que fait AMC. Alors AMC, c'est un même stock. Donc ils ont un PDG qui est un peu dans le même style que Elon Musk maintenant. Après, c'est quand même des choses qu'il ne faut pas toujours trouver ça négatif. Ce que fait AMC, ça a du sens. C'est-à-dire, en acceptant le Shiba, ils vont conquérir une nouvelle gamme d'utilisateurs, ils vont amener des gens, ils n'ont pas de risque de paiement, parce que le risque de paiement, il est porté par BitPay, donc ça veut dire que pour eux, c'est full bénéf, ça leur permet juste de créer de la croissance et ce genre de choses. Et donc, il ne faut pas hésiter, quand vous êtes un manager de société, à prendre du risque pour aller capter de la croissance. Et ça, les Américains font beaucoup mieux que nous. Et c'est des choses qu'il faut absolument mettre en place et ce genre de choses. D'ailleurs, en Europe, quand vous regardez les sociétés qui ont le premier investi l'univers de la blockchain, le paiement par des bitcoins ou ce genre de choses, c'est quoi? C'est les valeurs du luxe. C'est LVMH, c'est ces acteurs-là. Pourquoi est-ce que ces acteurs-là, ils ont été permettre à des gens de payer en bitcoin, ce genre de choses? Parce que justement, c'est des gens, ils vont chercher la croissance avec les dents. Et quand ils ont des gens qui disent je suis prêt à t'acheter la voiture ou je suis prêt à t'acheter ça, mais je te paierai pas en dollars, mais je te paierai en bitcoin ou ce genre de choses, bah, faut y aller. Hein. Et il faut le proposer aux gens, même si c'est une toute petite frange de la population qui est intéressée par ça. Cette toute petite frange de la population, c'est des millions de chiffres d'affaires et donc il faut aller les chercher. Vous avez OpenSea, qui est donc la plateforme de Facebook qui permet le trading des NFT. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effondrement du nombre de ventes et du nombre d'Ethereum. Et bon, ça vous montre que la frénésie quand même, elle a été un peu plus limitée. Elle était là en août, elle était là au début septembre, mais là elle commence un peu, la frénésie des NFT, elle redescend un petit peu. Donc il va falloir faire attention. Est-ce que ça va montrer qu'un cycle de l'univers est en train de changer, ou est-ce que ça veut dire que on est dans quelque chose voilà, qui mature? C'est des choses. Ça peut être aussi un signe que la frénésie NFT qu'on a eu comme avec les ICO en 2017 sur l'univers des cryptos est en train de descendre, qui pourrait amener un nouveau bear market sur les cryptos. Alors ça, c'est pas sûr, hein. Il faudra suivre ça dans le temps. On a l'hebdo des marchés, les robots à la conquête de l'économie. Donc là, je vous ai mis les earnings qui arrivent bientôt et qui sont intéressants. Donc, qu'est-ce qu'il y a cette semaine qui est intéressant? On a Walmart, on a on a Nvidia. Voilà, vous en avez beaucoup. Donc, je vous conseille de télécharger le PowerPoint dans le mail que vous envoie Opportunité Techno. Et comme ça, vous aurez à peu près les sociétés. Il y a des choses qui sont très très intéressantes. Alibaba qui est intéressante. Applied Materials aussi. Ça vous permet de voir un peu ce qui se passe dans certains marchés. Les robots à la conquête de l'économie. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Le cycle économique à l'heure actuelle fait que recruter des gens, c'est devenu un peu plus compliqué. Tout ça, c'est devenu un peu plus compliqué. Donc par contre, ce qu'on voit qui est très fort et qui vraiment est une nouvelle méga tendance, c'est la robotisation. Et vous voyez, 2018, on a fait un plus haut à 422, d'accord. On est redescendu 2019-2020 parce que mettre des robots sur des lignes de production, ça demande quand même du temps. Et en 2021, on va faire un nouveau plus haut, plus 13%. Plus après, on va encore faire une croissance de 6% par an. Donc vraiment, on robotise de plus en plus. Ceux qui robotisent le plus, c'est les Chinois. Et vraiment, les Chinois, il y a 10 ans, ils n'étaient pas du tout à ce niveau-là. Ils ont monté de manière colossale et très très rapide. Et pourquoi est-ce que les Chinois ont fait ça? Parce que comme je vous l'ai expliqué dans le dossier spécial Chine, la Chine a à faire face à une démographie qui va être très fortement descendante. Et du coup, vous vous rendez compte de quoi? C'est que deux pays qui ont une démographie fortement descendante, la Chine et le Japon, sont les deux premiers pays avec l'installation de robots. Comme vous voyez cette démographie descendante en Europe qui arrive aussi, vous allez avoir une explosion de la demande de robots en Europe pour pallier à cette démographie. Et donc du coup, ces robots, ils ont une productivité qui est un peu plus importante que les hommes. Donc je pense que l'inflation
est plutôt quelque chose de transitoire. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, cette évolution de la robotisation va amener tellement de gains de productivité, tellement de capacité de production que ça va faire descendre les prix, même si transitoirement, maintenant, et attention, le transitoire peut durer un certain nombre d'années, c'est-à-dire 1 ou 2 ans à mon avis, voire 3, parce qu'il faut le temps d'installer les chaînes de robots, parce que tout ne se fait pas en un jour, Rome ne s'est pas faite en un jour, une chaîne de production ne se fait pas en un jour, une usine de Renault non plus, donc les choses mettent un peu de temps, mais je pense que ce qui nous guette à horizon 10 ou 15 ans, c'est plus de la déflation que de l'inflation, hein, parce que vraiment cette robotisation est très très forte. Vous voyez aussi une nouvelle tendance qui est très très intéressante pour nous, c'est ce qu'on appelle les robots collaboratifs. Donc ça, les robots collaboratifs, c'est quoi? C'est-à-dire les robots traditionnels, ils font une opération, qu'une seule opération et c'est tout. Les robots collaboratifs, ils vont collaborer avec des humains, il va y avoir un partage des tâches et généralement les robots collaboratifs font des tâches plus complexes que les robots industriels ou des tâches qui sont moins répétées. C'est-à-dire les robots industriels conventionnels, ils sont bons pour des tâches qui sont très répétitives. Les robots collaboratifs, ils peuvent exploiter des tâches qui sont beaucoup plus complexes. Et vous voyez qu'il y a un doublement de 2017 à 2020. On est passé de 11 à 22. Et ça va continuer à monter et ça va croître plus que 6% par an. On est sur une croissance qui va être de 10% par an sur les robots collaboratifs. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Malgré ça, ce qu'on a vu, on a un très bon papier qui est sorti de Bridgewater, qui est un fonds américain, qui vous explique que le problème, c'est pas du tout la crise du Covid, mais le problème, c'est la demande qui a explosé et que du coup, l'économie n'est pas capable de répondre et qu'elle n'est pas capable de répondre pas à cause de la désorganisation du Covid, mais parce que l'offre a vraiment explosé. Et que du coup, il va y avoir un problème d'inflation de long terme à cause de ça. C'est un très très bon papier, je vous conseille de le lire, vous le trouverez assez facilement sur Internet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ses conclusions, mais ça vous montre qu'il faut toujours rester ouvert. Ils ont peut-être raison et moi j'ai peut-être tort. Je pense que technologiquement, on va plutôt vers de la déflation. J'ai du mal à me dire aussi qu'on a une surconsommation qui va rester aussi longtemps à des niveaux comme ça. Je pense qu'il y a un effet un peu, on a comprimé la consommation, on a interdit aux gens de consommer, ils ont épargné, et puis maintenant ils sont libres, et quand vous êtes libre et qu'avant vous étiez un peu moins libre, vous avez tendance à surexploiter cette liberté, mais c'est quelque chose qui va se normaliser dans le temps. Ne serait-ce que ça va se normaliser parce que déjà financièrement, vous allez avoir une normalisation, c'est-à-dire que là où les gens se disent il faut absolument que je profite, que j'aille en voyage, ce genre de choses, ça vous pouvez le faire 1 an, 2 ans, mais vous ne pouvez pas partir tous les années en super voyage super loin en vous disant il faut que je profite. D'accord? Donc je pense que tout ça, c'est des choses qui vont se normaliser. Mais ils vous les expliquent assez bien pourquoi eux, ils pensent que ça ne va pas se normaliser du tout et que c'est un très gros risque. Je vous encourage à aller voir. Vous tapez inflation, Bridgewater, et vous aurez le rapport. Il fait une vingtaine de pages. Ils vous montrent absolument tout sur les matières premières, ce genre de choses. C'est un très très bon rapport. Et on va finir avec l'économie turque qui est au bord de l'effondrement. Pourquoi ça? Parce que ça vous montre toujours quelque chose qui pour moi est quand même très très important. Il ne faut pas écouter les médias trop. Je me souviens encore, il y a 5 ans, même maintenant ça fait un peu plus, il y a 6-7 ans, quand on allait dans des conférences économiques et tout, on vous disait le miracle turc. Le piston turc avec le fait que comme ils étaient entre l'Europe et l'Asie, c'est eux qui allaient capter la valeur, les routes de la soie, elles allaient passer par eux, et vous allez voir ce que vous allez voir, la Turquie, cet empire qui va renaître et tout, ça marche pas. Ça marche pas. C'est très difficile pour un pays émergent d'émerger. Ce que réussit la Chine, ce que réussit la Thaïlande, ce qu'a réussi la Corée, beaucoup de pays n'ont pas réussi et se sont pris les pieds dans le plat. L'Argentine, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Venezuela, énormément de pays se sont pris les pieds dans le plat. Et malheureusement, je pense qu'il y a un risque important pour nous en Europe, pour les sociétés européennes, parce qu'on a quand même des sociétés qui sont exposées à la Turquie, quand même important. La monnaie turque a perdu 5% de sa valeur depuis lundi. Vous voyez que la perte de la valeur de la monnaie turque, elle est quand même colossale. C'est-à-dire que vous avez une très forte perte de 1995 à 1980, enfin à quasiment 2001.
Après une stabilisation, c'est le début de la politique d'Erdogan et depuis 2014, vous avez vraiment une augmentation qui est très très forte et là on est un peu dans une situation à la vénézuélienne. Donc ça, il faudra faire très très attention. Moi, je fais attention aux actifs que j'ai en Grèce, par exemple, ce genre de choses, parce que c'est des pays qui vont le plus subir des problématiques avec la Turquie. Tous vos groupes qui sont liés à la Turquie, il faut faire attention. Il y a des groupes français qui ont des expositions à la Turquie qui sont assez fortes, parce qu'ils ont des filiales là-bas, ce genre de choses. Ça, faut faire quand même vraiment attention, voir un peu l'importance dans le business et tout ça, parce que c'est vraiment pas très bon. Et c'est pas très bon, et même la Banque centrale turque qui essaye de faire des choses, vous voyez, hein, elle est dans la réaction, elle monte ses taux, elle diminue ses taux pour essayer de jouer contre l'inflation. Mais en fait, le cycle économique et le cycle d'inflation est si violent, si fort, qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un changement complet dans le marché. Et là, en fait, bah, la Banque centrale est toujours dans la surréaction, la sous-réaction, et le cycle économique va tellement vite que les acteurs économiques, les entreprises n'ont pas le temps de s'y adapter. Parce que quand vous faites des montées et des descentes de taux sur moins de 2 ans, les acteurs économiques ils peuvent plus savoir quoi faire et du coup vous partez dans une sucette totale. C'est un peu ce que vous voyez en moins puissant qu'en Turquie, au Brésil, et ça pose énormément de problèmes. Donc ça, il faut faire attention. Voilà. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai parlé tout à l'heure un peu avec les cryptos, la Turquie avait interdit les crypto-monnaies. Depuis quelques mois, on voit une explosion des plateformes de crypto-monnaies en Turquie, surtout des plateformes illégales. Pourquoi? Parce que quand vous avez une monnaie qui s'effondre, vous avez besoin d'actifs comme les cryptos. Donc c'est pour ça que tous les grands penseurs qui nous expliquent que le Bitcoin c'est pas une monnaie, qu'Ethereum c'est pas une monnaie, ce genre de choses, je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est sûrement pas des monnaies, mais ça règle des problèmes très importants, et les stablecoins règlent des problèmes très importants pour certains pays qui n'ont pas de stabilité économique et voilà, qui n'ont jamais eu de stabilité économique, et les gens ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Et donc il faut bien voir, en tant qu'Européens on a la chance d'avoir le dollar, l'euro, qui sont quand même des monnaies qui ont une certaine stabilité. Quand vous êtes un épargnant en Turquie ou au Brésil, vous préférez avoir de la crypto-monnaie que votre monnaie étatique. Et vous êtes obligé d'aller chercher les crypto-monnaies. Et donc peut-être que vous allez prendre du Bitcoin en vous disant oui, c'est peut-être pas une monnaie, ce genre de choses. C'est peut-être pas une monnaie, mais vous pouvez pas obtenir de dollars dans votre pays, sauf aller surpayer d'une manière considérable. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous achetez du Bitcoin et vous faites une parité entre le Bitcoin et votre monnaie nationale. Ceux qui ont besoin de la monnaie nationale pour acheter de l'argent, ils vendent du Bitcoin. Ceux qui ont de la monnaie nationale, ils achètent du Bitcoin avec, et vous avez un système comme ça. Alors après, ça fait un problématique, c'est que l'économie se découple complètement de sa monnaie nationale, et vous commencez à avoir des économies qui se couplent au Bitcoin. Donc ça, c'est un risque, c'est une opportunité aussi. Donc pour moi, Turquie, risque important 2022. Donc maintenant, on va passer un peu aux questions. Hop hop hop, donc focus machin, oui bon ça on n'en parle pas. D'ailleurs, a-t-on une date de sortie pour le prochain The Plague Tale? La date exacte non, on a un mois de sortie, mais la date exacte non, donc on attend encore un peu. Super lancement de Arkane, oui c'est un très très bon lancement pour Riot Games. Ils ont sorti tellement de contenu et de jeux en même temps. Ouais, ils ont fait énormément de sorties chez Riot Games, ils ont vraiment poussé leur univers à l'extrême, et je pense qu'au niveau financier c'est une très bonne stratégie. On verra à la fin de l'année. Voilà. Nintendo avec Pokémon dans un moindre mesure. Oui, c'est vrai que Nintendo a une capacité à horizontaliser la marque, à horizontaliser ses marques, surtout Pokémon. Hello Arthur, crypto.com, tu l'as sur quelle plateforme? Je l'ai directement sur crypto.com. J'ai un compte, j'ai un wallet sur crypto.com. Quels sont les sites d'airdrop que tu utilises? J'en utilise beaucoup. Tu tapes airdrop, machin. Après, j'utilise pas mal de services payants aussi, des gens qui sont spécialisés dans les airdrops. Mais le mieux pour avoir des airdrops, c'est d'utiliser des services. Dès qu'il y a un service de crypto, les jeux vidéo en ligne, ce genre de choses, tu utilises. Et si un jour ils donnent des cryptos, tu vas en obtenir. C'est quand même devenu plus difficile d'aller chasser des airdrops en te disant
ce service-là, il va donner un airdrop et je vais aller me mettre dessus juste pour obtenir le airdrop. Ça, tu as de moins en moins de services qui le font et tu as beaucoup de choses de services qui essayent de traquer ces types d'utilisation. Donc voilà, tu trouveras des services très intéressants sur comment ça s'appelle sur merde, j'ai perdu le nom. Sur Twitter, tu as des gens qui font des services comme ça très intéressants sur l'airdrop. As-tu regardé les métriques de Paytm, une grosse IPO indienne comparable avec la BU de Prosus? Paytm, c'est plus gros que ce qu'a Prosus en Inde. C'est un peu un PayPal indien, Paytm, mais oui, c'est une très très bonne société et des très bonnes métriques. Après, vous payez très très cher. J'ai pas pu poser la question sur le méta de Facebook la dernière fois. Ne penses-tu pas que Facebook puisse faire les frais du régulateur? J'ai l'impression que les démocrates veulent se faire un GAFAM et Facebook semble le plus simple à attaquer. Aucun GAFAM n'est simple à attaquer. C'est-à-dire ce que j'explique depuis le début, c'est-à-dire vous voulez découper Walmart, vous dites tel magasin appartient à telle entité, tel magasin appartient à telle entité. Vous avez une problématique sur les comment ça s'appelle, sur les centres de distribution, mais vous pouvez la gérer dans le temps, c'est-à-dire dire au début les centres de distribution de Walmart vont donner des produits au magasin comme avant et puis doucement vous découpez les choses. Dans l'univers du digital, comme c'est des actifs qui ne sont pas physiques, les découper c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que réguler ces univers-là, c'est pas si simple que ça et ça se fait pas comme ça. Hein. Donc moi, la problématique du régulateur, je le dis depuis longtemps, on se fait peur avec ça sur les GAFAM, sur les BATX aussi. Pour moi, cette problématique, c'est une problématique qu'on monte en épingle un peu trop. Parce que défaire un GAFAM, ça serait très compliqué économiquement, ça serait très compliqué pour l'univers parce qu'il y a des tas d'imbrications à un GAFAM. Politiquement aussi, ça serait très compliqué. Donc je pense qu'on va plus essayer de les limiter, peut-être essayer de leur obliger de faire plus d'investissements dans la protection, dans la sécurité, donc diminuer le rendement de leurs actifs. Mais je pense pas qu'on ait beaucoup de risques. Et si on les découpe, je pense que la plupart des GAFAM valent plus cher découpés que non découpés. Ça, c'est l'idée que, par exemple, Facebook, si vous découpez Facebook, le site Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram, tout seul, ces quatre valeurs-là, si on découpe tout ça et qu'on met chaque truc dans une entité séparée, ça vaudra plus cher que regrouper ensemble. C'est fortement possible. Après, ça veut dire qu'il y a sûrement des unités qui péricliteront et d'autres qui iront mieux. Ça sera peut-être beaucoup plus difficile de définir lequel détenir à très long terme, mais à l'instant T, ça vaudra plus cher. Donc, pour vous, il y aura peut-être une capacité d'arbitrage comme il y a eu sur Vivendi, c'est-à-dire vous aviez Vivendi qui était un groupe diversifié, on vous a offert Vivendi, ça valait 11 euros, on vous a offert UMG, ça avait une certaine valeur, et les deux découpés avaient plus de valeur que Vivendi mis ensemble. Mécaniquement, souvent c'est comme ça, quand vous regroupez des actifs, vous avez une valorisation qui est moins intéressante que quand vous découpez des actifs. Par contre, l'avantage d'avoir un regroupement des actifs, c'est qu'à long terme, vous avez une vision de la société qui est améliorée, donc vous allez tenir dans le temps, et on sait très bien que pour nous, investisseurs, ce qui a le plus de valeur, c'est le temps. Parce que si vous investissez dans une bonne valeur qui crée de la valeur dans le temps, même si vous avez une décote au début, ben en fait, le temps et la création de valeur dans ce temps, elle va être tellement forte, vous allez avoir des intérêts composés et ça vous va apporter beaucoup d'argent. Alors que si vous faites un tintamerre pour découper une société, vous allez peut-être gagner 30% par rapport à ce que la société valait avant, vous avez gagné vos 30%, c'est fini. Et ça veut dire que l'année d'après, il faut recommencer sur une autre boîte et vous êtes continuellement en train de chercher des cibles, ce genre de choses. C'est un travail qui est assez complexe. Tu utilises des services de airdrop? J'utilise des services payants, des gens qui éditent des services payants, qui disent tel airdrop est intéressant, tel service, voilà. Je pense que quand on veut devenir un très bon investisseur, il faut quand même être abonné à un certain nombre de services parce que c'est compliqué d'avoir des yeux partout. Donc il faut quand même, et que malheureusement, on peut s'abonner à un journal, à Bloomberg, ce genre de choses, ça vous donne des informations macro, mais au niveau micro de certaines entités, ça ne va pas vous donner vraiment ce que vous voulez. Et vous trouvez de plus en plus une disruption de l'information sur ces marchés financiers, c'est-à-dire vous retrouvez énormément de gens
qui vont éditer un petit service qui va vous coûter 150, 200 euros. Et c'est des spécialistes de tel segment du marché, de tel sous-segment du marché. Et donc, ça vous permet d'avoir de l'insight sur ces segments de marché-là et de vous investir dessus. Alors après, je pense que pour que ça soit rentable, il faut un portefeuille d'une certaine taille, parce que si vous commencez à dépenser 10 000 euros dans divers services pour avoir des informations, c'est sûr que si votre portefeuille fait 20 000 euros, ça n'a pas d'intérêt. Mais je pense que dès qu'on atteint des portefeuilles de plusieurs centaines de milliers d'euros, il faut être abonné à plusieurs services pour avoir une diversité de compréhension et aller chercher une diversité d'exposition, et que c'est très difficile sinon de le faire tout seul. C'est-à-dire moi je pars pas du principe que je suis le meilleur pour comprendre les services qui vont créer des airdrops ou ce genre de choses. Je comprends très bien la technologie blockchain qu'il y a derrière ces services, mais après le marketing que ces gens-là vont mettre en place et est-ce qu'ils vont utiliser des airdrops ou d'autres manières de faire, c'est pas moi qui suis le meilleur. Joues-tu le rattrapage des noms de services Ah oui, non. Joues-tu le rattrapage sur les équipementiers auto pour fin 2022 avec des valorisations très intéressantes actuellement? Non. Non. Je pense que équipementier, il faut regarder fin S1 2021. Alors si la reprise auto est un peu avant, le marché peut anticiper. Mais à mon avis, pour moi, il va y avoir des très mauvais chiffres du Q4. Il va y avoir des très mauvais chiffres du Q1. Et par contre, peut-être qu'il y aura des meilleurs chiffres ou des améliorations au Q2. Et donc, il faut faire très très attention. Mais je pense que c'est plus intéressant de s'exposer sur ce segment fin Q1. Mais encore une fois, j'ai pas la science infuse, donc je peux pas vous assurer que ça se passera comme ça. Est-ce que tu as des noms de services? Je t'en donnerai. Envoie-moi un petit truc, dis-moi, ouais, voilà, tu m'as dit des noms, et je t'enverrai un nom de service que j'utilise et dont je suis très content. Après, attention, parce que utiliser des services crypto, ça vous demande quand même d'avoir une exposition au crypto, parce que généralement, c'est pas gratuit. Il faut que vous fassiez des échanges, que vous fassiez des swaps de crypto, ce genre de choses, que vous achetiez des cryptos sur le service. Enfin, faut être utilisateur. Et c'est ça qui est intéressant dans les airdrops, c'est l'obligation d'être utilisateur. Et ça vous permet de récompenser vos utilisateurs. Et c'est des choses qui sont des nouvelles manières de récompenser les utilisateurs, de construire une communauté. Vous avez la même chose avec le crowdfunding dans la construction des sociétés plus simples, on va dire, avec des actions et une volonté d'aller en bourse. Et quand vous regardez un peu la construction d'un service comme Revolut ou comme Monzo, vous avez quand même une importance du crowdfunding dans la construction de ces services qui ont été assez importantes, qui ont drivé des nouveaux utilisateurs, qui ont permis d'aller chercher 10-15 000 utilisateurs à des moments où c'était des applications qui avaient quelques centaines de milliers d'utilisateurs. Donc quand vous allez capter 10 ou 15% de votre base, surtout sur des clients qui sont des clients qui ont des revenus qui sont assez hauts, ce genre de choses, vous créez quand même de la valeur et c'est quand même intéressant. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi qu'il faut être avec des managements qui de plus en plus vont chercher la valeur partout et vont capter ces innovations, donc accepter des bitcoins comme paiement, aller sur le crowdfunding pour capter des nouveaux actionnaires individuels et essayer d'en faire des ambassadeurs de marque, ce genre de choses. Et il faut bien comprendre, l'utilisateur, l'actionnaire individuel, il a énormément de force s'il est regroupé. Si vous êtes nombreux autour d'une société, vous pouvez créer quelque chose de très important. Une société comme Mint, elle a réussi à prendre sa part de marché sur le secteur de l'énergie que parce qu'elle a rendu très riche des actionnaires comme moi, qui eux-mêmes ont fait un lobbying très très fort auprès de leur connaissance pour que ces gens-là s'abonnent chez Mint, et du coup ça a créé une traction très très importante. Si Mint n'avait pas été coté, ils n'auraient pas du tout eu la même traction avec une offre de parrainage très simple, et ils n'auraient pas la taille qu'ils ont obtenue là. Ils l'ont obtenue parce qu'ils ont profité d'une nouvelle capacité de créer de la valeur qui est permise par les marchés actions et qui est permise par le fait que forcément quand vous êtes un petit épargnant qui profite de la hausse d'une action, vous êtes lié à cette action, vous êtes lié à ce management, et si le management sait en profiter pour faire de vous un ambassadeur, bah, il va créer de la croissance. C'est toutes les techniques qu'on appelle du growth hacking, il y en a de plus en plus, et donc ça c'est intéressant d'avoir les valeurs qui travaillent là-dessus, parce que effectivement, généralement c'est des sociétés qui sont intéressantes à détenir en portefeuille. Du coup voilà. Allez, on va prendre une dernière question. Il est quelle heure? 19h15, ouais, on va prendre une dernière question. Après, il faut que j'aille au sport.
retard sur le démarrage du gazoduc et nouvelle augmentation du gaz récemment. Ouais, ouais. Il y a un retard sur Nord Stream 2, il y a une augmentation du gaz, il y a une volonté euh, d'augmenter, de diminuer le prix du gaz et des hydrocarbures aux États-Unis avec le gouvernement Biden. Donc il faut faire très attention sur le secteur du gaz et sur l'électricité. Moi, c'est un secteur, je vous invite à pas trop spéculer dessus et à pas trop vous lier à des valeurs qui sont dessus là, parce que je pense que c'est compliqué de savoir si ça va monter ou descendre, parce que effectivement vous avez les Russes qui jouent un jeu un peu complexe. Mais d'un autre côté, vous avez les Américains avec Biden qui pousse à fond pour que les pétroliers américains ils pompent. Et vous savez qu'aux États-Unis, quand on dit aux gens de pomper, on peut ouvrir des freeways, on peut faire du fracking et on peut pomper à l'extrême, hein. C'est une volonté politique. Donc vraiment, ça peut aller assez vite. Vous avez exactement la même chose en Arabie Saoudite avec des commentaires qui disent qu'ils peuvent augmenter la production très fortement. Donc ça, il faut faire attention. Je vous avouerai que sur le prix du gaz et le prix du pétrole, j'ai jamais été un très bon analyste et j'ai jamais été capable de les anticiper très fortement. Je pense que s'exposer à certaines valeurs est intéressant du secteur, les valeurs les plus solides, Total, ce genre de choses, ou des valeurs qui ont des innovations technologiques assez fortes, EcoSlop, ce genre de choses, ça peut être des sociétés qui sont intéressantes. Après, je pense que c'est mieux de les prendre dans un bas de cycle quand la matière première est pas chère que quand la matière première est chère, hein. Ça j'ai répondu. Comment tu gères les diamants sur CoinMarketCap? Je gère pas. Tous les jours, je vais truc, je me log, je prends mes 20 diamants qui m'offrent, mes 10 diamants, et quand ils offrent des rewards et qu'ils proposent d'avoir des NFT ou des trucs comme ça, généralement, j'échange mes diamants contre des NFT, j'essaye d'être là à l'heure dite. Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. C'est un peu compliqué d'en avoir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui en veulent. Et généralement, soit je revends mes NFT, soit je les garde, ça dépend un peu des trucs. Puis des fois, il y a des trucs qui valent très cher, des fois pas très cher. C'est la loterie, quoi. Un avis sur l'écosystème Cosmos. Je suis en train de l'étudier. Donc je peux pas en dire beaucoup plus. C'est très intéressant au niveau technique, mais j'ai encore des questions. Donc je pose des questions à des gens qui connaissent assez bien l'univers. Donc je veux pas vous dire de conneries là-dessus. Donc je me limite. Le fracking est bien ralenti avec les tremblements de terre récents au Texas. Oui. Il y a aussi ces problématiques-là. Après le fracking, il n'y a pas qu'au Texas. La question, c'est toujours ça. C'est est-ce que le gouvernement Biden va aller au-delà et dire on s'en fout des tremblements de terre, fraquer pour faire descendre le prix? Est-ce que le gouvernement Biden va dire il faut quand même qu'on fasse attention? Et ça, je pense que c'est des choix politiques qu'en tant qu'acteur économique, vous ne pouvez pas anticiper. Ou si vous essayez de les anticiper, c'est la roulette russe. Ça peut être juste comme ça peut être faux. Et ça, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, passer du temps à essayer de se dire est-ce qu'ils vont fraquer plus, est-ce qu'ils vont fraquer moins, est-ce qu'ils vont machin. Je préfère pas m'exposer à des valeurs ou me dire que si j'ai des valeurs qui sont exposées, c'est pour d'autres raisons. Et que voilà, je ferai le don. Mint, je suis exposé, bah, c'est pour d'autres raisons que. Effectivement, le prix de l'électricité est pas sympa pour Mint en ce moment, mais je pense que la place dans le marché de Mint est intéressante, donc je suis exposé pour ça. Ça me demandera de l'attendre pour que ça se répercute dans le prix. C'est pas grave, je suis exposé pour d'autres raisons. Mais je vais pas jouer Mint pour jouer le prix de l'électricité sur un dérivé en me disant j'achète du Mint quand l'électricité est chère, je vends quand l'électricité est pas chère parce que le Mint sera plus cher. Je fais pas ce genre de choses. Tu chopes que 10 diamants par jour, c'est ça? Non, tu chopes 10 diamants, puis il vient d'abord, puis 30, puis c'est 40. Non, 10, 20 et après 50 le dernier jour, je crois. Enfin, je sais plus. Faut voir. Ouais, je fais aussi les airdrops sur CoinMarketCap de temps en temps, quand j'ai le temps. C'est marrant, moi ça me détend. Pour tout vous dire, généralement, les airdrops de CoinMarketCap, je les fais quand je suis aux toilettes. Voilà, ça me fait rigoler. Après, je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est chiant de retweeter, de machiner, d'avoir un compte spécial pour ça et tout. Moi, ça me fait rigoler. Le fait que AMC et une autre accepte une question, quelle qu'elle soit, renforce le projet ou donne un peu plus de poids. Ça dépend.
Je dirais que plus la crypto peut être utilisée, plus c'est intéressant pour elle, parce que plus ça veut dire qu'il y a une capacité d'utilisation, et plus un service a une capacité d'utilisation, plus c'est intéressant. Après, de là à dire que si demain Amazon accepte le Shiba Inu en paiement à travers un partenaire pour aller capter de la croissance, ça veut dire que le Shiba Inu, ça sera une bonne crypto avec un bon projet derrière. Je pense pas. Enfin bref, du coup on va s'arrêter là, hein. N'hésitez pas à poser vos questions sous les vidéos sur la chaîne Opportunité Techno, hein. J'y répondrai avec grand plaisir, hein. On a la chaîne, n'hésitez pas à partager, à commenter. Donc voilà, sur la chaîne, je réponds, je passe en dessous. Généralement, j'essaye toujours de répondre. Donc voilà, si j'ai pas eu le temps ou si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, comme tout à l'heure, quelqu'un qui posait une question sur Facebook de Meta, n'hésitez pas à poser la question sous la vidéo. Moi je passe, je réponds un peu plus tard. Sinon, vous posez la question la semaine prochaine, ça marche aussi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Sinon, comme d'habitude, hein, on édite un service qui s'appelle New Tech Insider. C'est la même chose. On essaye de prendre des valeurs, d'aller dans le fond de la valeur, du marché de la valeur, de la société, de bien comprendre la société. Donc si ça vous intéresse, comme on fait là, mais en un peu plus ciblé sur certaines sociétés, avec vraiment qu'est-ce qui est intéressant pour constituer un portefeuille à long terme qui marche dans le PEA et qui nous permet de nous exposer à beaucoup de secteurs très intéressants, vous pouvez vous abonner à New Tech Insider Europe. Ça vous en coûtera 59 € et le lien est juste en dessous. N'hésitez pas à partager le service auprès de vos proches. Plus vous serez nombreux à être abonnés, plus ça nous donnera de puissance et plus on pourra vous faire du contenu de qualité comme on a fait avec les suivis de la crise Covid ou les formats dédiés comme la Chine ou le format des puces. Et je vous invite à très bien regarder les dossiers sur les puces, parce qu'à mon avis, même si ça a un peu consolidé là, je pense que ça va repartir assez fort, parce que 2022, ça va quand même être une année très bonne pour les acteurs des puces. Et pour le dossier sur la Chine, je pense qu'il y a quand même des valeurs qui sont très intéressantes. Il y en a une dans le dossier qui a fait déjà plus 70%. Donc c'était vraiment le bon moment pour acheter. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même de la valeur. Donc n'hésitez pas à vous abonner à New Tech Insider pour avoir accès à ces futurs dossiers qui sont des dossiers qui sont vendus, enfin qui sont offerts avec le service dans le temps. Ces dossiers là, je peux pas vous dire combien il y en aura. Ça arrive quand on a des idées, quand on trouve qu'il y a des segments de marché qui sont intéressants, mais on essaye toujours de vous trouver des segments de marché qui vous permettent de vous exposer à des valeurs intéressantes. Est-ce qu'il y a une date pour la Conf Web 3? Non, il n'y a pas de date. Donc on verra un peu quand est-ce qu'on peut faire. Je voudrais mettre en place plus souvent des conférences comme ça, un peu plus thématiques, qui vous permettent de poser des questions, ce genre de choses. Mais il faut le temps qu'on s'organise avec Agora. Et puis comme je vous le dis, après les choses sont dans vos bras. C'est-à-dire que plus on sera nombreux ici, plus moi j'aurai de puissance pour qu'on me donne du temps horaire, parce que faire des conférences, ce genre de choses, il faut qu'on ait la vidéo derrière, il faut qu'on ait les journalistes pour écrire les papiers, reprendre les papiers, enfin ça prend du temps. Donc voilà. Donc il faut absolument que vous fassiez parler du service, parce que plus vous en ferez parler, plus forcément après il y aura du monde, plus nous on pourra vous offrir du contenu de qualité. Parce que la capacité qu'on a de vous donner du contenu dépend du nombre d'abonnés qu'on a. C'est-à-dire si demain on est 150 000 abonnés, vous aurez 40 fois plus de contenu que maintenant. Et donc la possibilité de choisir dans un contenu qui est beaucoup plus vaste. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.